Bienvenue à l'Assistant Coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien Gagnon, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc? Ça va super bien, puis toi, Julien? Ça va super bien. Là, on reprend les mardis, 2 semaines de suite qu'on enregistre un mardi soir. Donc, on reprend nos bonnes habitudes. Quand même bien content de voir ça. On est juste nous deux cette semaine. Juste dire qu'on a beaucoup apprécié la présence de JP la semaine passée. D'ailleurs, on le remercie encore, là, vraiment. Après réécoute, je pense que c'est un de nos meilleurs épisodes. Je suis bien content de sa présence qu'il a amené, en espérant le revoir éventuellement au podcast. Mais cette semaine, on reprend ça à deux. Ça, c'est que tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'ai dit peut-être une surprise, c'est que, je vais le dire, là, c'est que mon frère, là, quand même, fier compétiteur parce que c'est un partisan des Ravens, mais il a aussi vu un match là, en Arizona durant un road trip. Donc, il va venir nous parler un peu du match qu'il a vu et un peu de son amour pour les Ravens. Burke, comme diraient certains, comme moi, fan des Steelers. Rien à voir avec la saison actuelle, juste mon allégeance pour les Steelers fait que ces rivaux-là, je les respecte trop, mais je les respecte, c'est pas du respect positif, là. C'est du respect, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Je me réjouis de leur défaite. Pour dire que ton frère Maxime risque de venir nous voir dans les prochaines semaines. Exact. Donc, c'était la surprise qui n'est pas aujourd'hui. Voilà. Mais je tiens à dire encore une fois, merci à JP d'avoir pris le temps de venir nous parler. Et quand tu parles d'un des meilleurs épisodes, c'est pas que c'est vraiment, je trouve, c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui vient nous parler d'une autre équipe. Nous, on connaît beaucoup nos Steelers et toi, tes Packers. Donc, c'est sûr qu'on connaît les coordonnateurs. On parle un peu là, d'un peu des dessous de ces équipes-là, comment leur pêchage fonctionne, les dernières années d'avant aussi. Donc, on a un portrait plus global de la situation. Puis là, on avait un portrait plus global des Eagles qui jouent une super belle saison. Donc, c'était vraiment le fun de l'avoir avec nous, justement pour nous parler un peu plus en détail des Eagles puis de quoi s'attendre là, pour les semaines à suivre. Il nous avait dit que il allait gagner contre les Cowboys, puis le Minshew Mania n'a pas été assez. On en reparlera là, tout à l'heure. Oui, quand on va faire la revue des matchs, mais il nous avait dit qu'il ne serait pas surpris d'avoir la Minshew Mania, et ça l'a été. Là. Les memes sur Internet, les reportages bizarres sur sa moustache, puis tous ses accomplissements hors football. C'était une semaine divertissante pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité de la NFL. Ceci étant dit, on va commencer avec les devoirs de match. Juste avant, je fais mon fatigant, mais je veux juste reploguer nos réseaux sociaux pour ceux qui s'intéressent. Oui, en début de podcast. Début de podcast, souvent je le fais à la fin, mais je me dis peut-être si je le plug en début. Fait que l'Assistant Coach podcast sur Facebook, on vous tient au courant de toutes nos nouvelles là-dessus. On brague un peu quand on fait des hot takes qui fonctionnent. Quoi ça? Oh, toi, tu bragues. Je brague parce que c'est moi qui s'en occupe. Fait que je brague des hot takes que je fais. Encore une fois, j'ai eu raison cette semaine en passant, brague. Mais fait que l'Assistant Coach podcast sur Facebook. Puis ceux qui veulent nous écrire, ça peut être sur Facebook, mais aussi ceux qui veulent nous écrire peut-être par courriel, l'Assistant Coach podcast en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe, @gmail.com. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Non, mais c'est important d'être fier, puis vraiment, tu sais, quand on fait des hot takes, il faut habiter ces hot takes. Donc, quand ça marche pas, il faut faire son bien coup de pas, puis quand ça marche, tu as le droit d'être fier. Tu l'avais collé avant tout le monde que les Bengals à 0-2, c'était fini, puis on se rend compte qu'ils vont... Ah non, on efface cette hot take-là. On la reprend. Non, sans plus tarder, on commence avec les devoirs de match. Yes. J'avais le match du jeudi soir, les Jaguars contre les Jets. Donc, c'était un match prometteur. Et est-ce que tu commences par le tien? Ben oui, je commence par le mien parce que c'est le match du jeudi soir. OK, en ordre chronologique. C'est pour ça, mais en ordre chronologique. Mais après ça, je vais te questionner sur le tien. C'est rare que je fais ça, mais je t'ai pris par surprise. C'est ça que je suis pris au début. Je vais pas parler. C'est pour ça que on improvise. On est pas comme ça. Mais les Jaguars l'emportent 19-3 contre les Jets. Et je vais être franc avec toi, il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à Zach Wilson. On sait pas trop ce qui se passe, les dessous. Mais vraiment, là, c'est pas juste par rapport... si je veux faire un petit rappel avant de parler du match en question, parce que mon opinion du match va être vraiment dirigée par rapport à surtout Zach Wilson puis la situation des corps arrière. Puis ça l'a paru, c'est que la première séquence à l'attaque des Jets, ils ont fait un placement. Et ensuite, ça a été rien du tout. Ça finit 19-3. Hein? Fait que c'est ça. Donc, Mike White blessé. On ne sait pas, il va revenir quand. Il espère qu'il revienne le plus tôt possible. Il est allé voir genre une dizaine de médecins. Tout le monde a dit non, tu peux pas jouer. Tu as des côtes cassées. Ça va pas bien. Donc, plusieurs blessures qui traînent et Mike White ne peut pas jouer. Donc, Zach Wilson, on pensait, fini pour la saison. L'équipe voulait tellement pas qu'il joue que le match de la semaine dernière avait été le 3e QB. Donc, il n'était même pas habillé. C'était Joe Flacco qui était habillé pour ce match-là. Ouais. Ils ont préféré, là, dans le fond, qu'il ne soit pas habillé du tout. Et
Ce match-là, avec la blessure de Mike White, il était prêt à tout. Il avait habillé 3 corps arrière. Juste pour être sûr que si Joe Flacco, ça marche pas, si Zach Wilson, ça marche pas, il y avait aussi un troisième, là, que je vais en parler plus tard, là, j'oublie son nom. Straveller. Straveller. Je sais pas comment le prononcer, là, mais ouais. Ça, il y a beaucoup de noms atypiques là, que je suis pas habitué. Mais Straveller, il a joué finalement à la place de Joe Flacco. Donc, ça a été vraiment un match bizarre. Puis, c'est que Zach Wilson, oui, des performances pas très bonnes, mais il a commencé la saison en feu. Il a commencé avec une fiche de 3 victoires, 1 défaite avant qu'il se blesse. Donc, ça se passait quand même bien pour lui avant la blessure. Joe Flacco l'a remplacé aussi. Joe Flacco est allé quand même chercher un match. Il en a perdu 2, je pense, de quoi de même, 1 et 2, mais Joe Flacco est quand même allé chercher un match. Là, Mike White a pris la relève après. On s'est rendu compte que ça marchait super bien. Puis la raison pour laquelle Mike White avait pris la relève, c'est que Zach Wilson avait eu un match atroce contre les Patriots, où est-ce qu'il y avait même pas, par jeu, il y avait pas un 12 pouces subway. Tu sais, c'était en moyenne à la deuxième demi, là, c'est comme, je pense que c'était 7,8 pouces d'attaque par jeu. Tu sais, genre, littéralement, si le centre gardait la balle puis il faisait une faux plongeait par en avant, il aurait fait plus de verges d'attaque que Zach Wilson. Donc, ça se passait vraiment pas bien. Puis j'ai revu ce Zach Wilson-là. Manquer des targets wide open, des joueurs qui font une espèce de petite course là, sur les lignes de côté, mettent les freins, reviennent vers l'arrière, donc ils créent une distance avec leur couvreur. Ils sont fins seuls, puis là, ils lancent la passe par terre, 3 verges au sol. Devant le receveur. Donc, le receveur est comme, OK, je comprends pas. Vraiment, quand il attaquait les zones profondes, des ballons beaucoup trop loin ou juste hors de la zone, des gens qui étaient sur le bench attrapent la balle puis remet un préposé de la NFL, un arbitre qui la remet en jeu après. Donc, vraiment, j'ai senti imprécis. On dirait qu'il voulait même pas donner une chance à ses receveurs des fois d'attraper la balle. Puis ça s'est vraiment mal passé. Même aussi, une interception vraiment là, bizarre. Il a juste lancé trop haut. La balle peut être interceptée. C'est même pas genre elle a rebondi sur le receveur de passe, puis ça a été une passe tu sais, dans le fond, qui a été comme... c'est juste un mauvais lancer, dans le fond. C'est juste un mauvais lancer. Une mauvaise décision, mauvais lancer. Il a jamais vu le joueur, il l'a pris, puis ça a fait qu'ils ont préféré juste... tu vois que l'équipe était pas là. L'équipe avait pas son back, t'es comme, on te met parce que Mike White est blessé. Fait que t'es mieux de pas merder, disons. Donc, t'es mieux de pas merder, puis on va avoir la laisse très courte, mettons. Là, on va la tirer, puis on va te ramener sur la ligne de côté, puis on va vraiment, là, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre, donc ça l'a paru. Straveller, qui est un choix de, je pense, 6e tour, là, si je me trompe pas, donc quand même plus loin de drafté. Peut-être même pas supposé jouer, un gars de practice squad là, qui était là, tu sais, c'était pas la référence. C'était pas dans les plans qui jouent, c'est le 4e corps arrière de l'équipe. Ça, j'allais dire, souvent, les QB remplaçants, c'est soit des vétérans, là, un peu comme des Joe Flacco, des gars que ça fait longtemps qu'ils roulent leur business, puis là, leur prime est derrière eux, fait qu'ils deviennent QB backup, ou c'est des gars qui viennent d'être un choix au repêchage, que tu dis c'est le prochain gars dans l'organisation, mais lui, il vient un peu de nulle part, le Straveller, là. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est vraiment un gars de practice squad qui est là pour étudier les corps arrière, les autres équipes, certaines positions, puis les simuler en pratique pour les starters en défense. Tu sais, c'est vraiment ça son rôle, là. Tu sais, c'est vraiment plus practice squad, puis ils l'ont monté parce qu'ils sont comme, là, on a de la misère. Joe Flacco, on voit qu'il est plus vieux, son bras est moins bon, il est moins mobile, il peut moins échapper à la pression. Donc, ça a paru en début de saison, d'où un match, une victoire, 2 défaites. Donc, ça a vraiment paru, et c'est pour ça que ils ont mis Straveller. Puis c'est ça qui a dicté le match, parce que c'est un match vraiment plate à regarder, là, je vais être franc avec vous. La défensive des Jets est élite. Elle a presque rien donné aux Jaguars, puis les Jaguars, ils ont comme maintenant un quatuor de receveurs. En plus que Travis Etienne était beaucoup plus en santé. Travis Etienne, juste pour vous donner une idée, là, durant la saison, et sa moyenne de verges par course, elle est au-dessus de 5. C'est débile, ça. T'sais, elle est au-dessus de 5. C'est exceptionnel. Il y a eu une saison recrue vraiment exceptionnelle. C'est que la saison passée, il n'a pas joué. Il était blessé. Il a manqué la saison complète. Donc, c'est sa première vraie saison, mais 2e dans la NFL. Puis, ça l'a paru. C'est pas vrai qu'ils ont mis Robinson de côté puis ils l'ont échangé aux Jets qui jouait pas Robinson. Il joue pas. Ça se passe pas bien pour lui. Donc, ils ont bien vu les Jaguars, j'imagine. Mais c'est ça, c'est que les Jets, leur défensive est vraiment élite, une des meilleures de la NFL. Pour moi, dans le top 3 des défensives de la Ligue. C'est dommage parce que c'est une défensive là, qui est prête à gagner un championnat, mais ils n'ont pas l'attaque en ce moment. Parce qu'ils ont des bons éléments avec Elijah Moore, qui est vraiment bon, avec leur recrue aussi, Garrett Wilson, qui a presque une sorte de 1000 verges
Pas grâce à Wilson, d'ailleurs. Là. Mais d'ailleurs, là, Vas-y. hors d'onde, là, c'est ça, juste avant qu'on enregistre, là, c'est ça que je disais à Julien. Là, il faudra aller voir les chiffres précis, là, mais je pense que durant la saison complète, Zach Wilson, il a commencé 7 matchs, puis Mike White et Joe Flacco ensemble, ils en ont débuté, je pense, 8, quelque chose comme ça. Puis si on regarde les statistiques de Garrett Wilson, qui est le receveur numéro 1 des Jets, dans les 7 matchs que Zach Wilson a joué, il y a à peu près une moyenne d'autour de 30-35 verges par match avec aucun touché. Puis dans les 8 matchs où c'est Joe Flacco ou Mike White qui joue, il y a une moyenne, je pense, en haut de 100 verges avec genre 10 touchés. Là. C'est fou la différence de statistiques que ce gars-là a entre les départs de Wilson puis les départs de White et Flacco. Là. Fait que c'est juste, pour moi, juste cette statistique-là reflète très bien l'incapacité de Zach Wilson à diriger une attaque potable dans la NFL. Ouais, puis c'est ça qui est plate parce que il y a beaucoup d'équipes avec des bonnes défensives puis que l'attaque ne fournit pas. Puis l'attaque, des fois, n'a pas besoin de faire tant grand-chose. Admettons, juste là, une équipe qui a beaucoup de succès en ce moment, puis que c'est ça qui se passe, on peut regarder les 49ers, tu sais, pour regarder une équivalence parce que l'équipe, la défensive est élite, puis le carrière fait juste assez, prend les bonnes décisions, reste calme. Puis Brock Purdy, là, tu m'en parlais la semaine dernière, que tu dis comme, ce gars-là, on en parlera plus tard avec le match qu'il a joué encore en fin de semaine, mais tu me disais, ce gars-là, tu sais, c'est le maillon faible de l'équipe. Moi, je te dis juste, ben, je le trouve meilleur que Garoppolo. Fait que dans le fond, pour moi, je suis comme indifférent. Il y a son upside, c'est qu'il a peut-être un meilleur bras, il est plus mobile, il est jeune, il est en santé. Mais par contre, le downside, c'est peut-être qu'il manque d'expérience, il pourrait être stressé, il pourrait prendre des mauvaises décisions. Plus la saison avance, plus le moment pourrait être trop gros pour lui. Peut-être que on ne sait pas comment il va réagir en série éliminatoire, mais il faut quand même aussi donner la chance aux coureurs. Parce qu'avec Zach Wilson, ça se passe pas bien du tout. Puis tu vois que l'équipe n'a pas confiance, ils ont préféré mettre leur 4e corps arrière. Puis les Jags, eux, dans le fond, ils ont connu un super beau match, mais ça a été vraiment difficile. Première séquence à l'attaque, ils ont un fumble. J'étais comme, les Jets, ils vont peut-être capitaliser. Ils ont juste eu un field goal. Enfin, dans le fond, c'est un peu ça qui a aidé. Là, ils n'ont pas... dans le fond, ils ont eu une position avantageuse grâce au fumble. Puis ils ont fait 4 jeux. Puis le 4e jeu, c'était un botté. Fait que, tu sais, dans le fond, les seuls points qu'ils ont fait, c'est, ils ont fait littéralement, là, puis ils ont fait moins 3 verges en 3 jeux, puis après, ils ont botté. Fait que c'est vraiment leur seul point de la game. Leur seul point de la game. C'est juste à vous donner une idée, là. Tu sais, fait que, tu sais, j'en parlais comme, ils ont eu une première séquence à l'attaque, mais c'est grâce à une position favorable sur le terrain, puis ils ont rien fait du match, c'est des punts après. Puis, dans le fond, juste interception aussi, là, il y en a eu une. Puis, à la fin, ils ont tenté le tout pour le tout. Ils ont 2 turnovers on downs. Mais c'est comme... Le match, j'y croyais pas. J'avais pas... j'ai vu de l'imprécision, j'ai vu des mauvaises décisions, j'ai vu des... je garde la balle trop longtemps, je me fais plaquer. J'ai pas vraiment aimé le match. Mais les Jaguars, ils m'ont surpris, pas dans le bon sens du terme, mais j'ai quand même été content parce qu'ils ont quand même réussi à marquer 19 points contre les Jets. Mais ça a été très difficile. Vraiment, là, ils ont des super bons couvreurs. Là. On parle aussi de la recrue, là, Sauce Garner, qui est vraiment excellent. Il a comme même pas presque été visé durant le match, genre une fois ou deux. Là. Pour vrai, il est trop fort, ce gars-là. En 1v1, là, ils vont même pas à lui. Ils savent qu'il va faire la job. En couverture de zone, il va être attaqué, mais en 1 contre 1, il est même pas visé. Ça fait 2 semaines que personne ne le vise. Là. Donc, pour moi, ça montre à quel point ils ont du respect pour ce gars-là. Puis, c'est vraiment, encore une fois, le tight end qui a fait une grosse différence. Puis, Travis Etienne. Les receveurs étaient plus tranquilles, mais dans les 3 dernières semaines, là, je sais qu'il y avait eu Zay Jones, Christian Kirk, qui avait eu beaucoup des gros matchs avec beaucoup de verges par la passe. Là, j'ai pas vu ça dans ce match-là. Parler du tight end, juste préciser que c'est Engram, là. Juste préciser que... Evan Engram, ancien des Giants. Il a rien fait en 4 ans pour les Giants. Puis là, il fait tout avec les Jaguars. C'est incroyable la saison qu'il a. Tant mieux pour lui, il avait toujours les aptitudes. C'est un grand gars, vraiment très costaud, très physique, très large d'épaule, super costaud, mais il était pas capable de sécuriser la balle. Beaucoup de balles échappées dans les dernières années. Puis cette année, il les échappe moins, ces balles-là. Fait que tant mieux pratiquer sa technique. Puis là, les gens, ils font confiance aussi. Donc, je suis content pour lui. Mais bref, moi, c'est sûr que les Jaguars, maintenant, on va en parler plus loin dans le portrait des séries éliminatoires, mais ils mènent la division. Puis à voir comment les Titans jouent en ce moment, je pense qu'ils vont garder la division. Donc, moi, je sens vraiment que c'est une équipe qui peut compétitionner en série éliminatoire, mais ce qui me fait peur, c'est la défensive des Jaguars. Parce que la défensive, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils affrontaient une attaque incapable de faire quoi que ce soit. Donc, j'ai pas vraiment
été convaincu. Puis comme j'ai pas vu tous les matchs des Jaguars dans les dernières semaines, tout ce que je vois, c'est les points, puis ils se font marquer beaucoup de points. Donc, je sais pas si, quand ils vont arriver en série éliminatoire contre une bonne défensive, est-ce qu'ils vont être capables de gagner ce match-là? Moi, je pense que ça va dépendre du match-up. Donc, ils affrontent les Chiefs. Les Chiefs peuvent marquer beaucoup de points. Leur défensive n'est pas élite. Donc, ils peuvent marquer aussi beaucoup de points. Ça va jouer à qui le ballon en dernier. Okay. Donc, qui a le moins de revirements. Donc, dépendamment de l'équipe qu'ils affrontent, je pense que des fois, c'est réaliste que les Jaguars gagnent un match en série éliminatoire. Puis je crois vraiment que les Jets, si Mike White ne joue pas, c'est fini pour eux. Peu importe qui joue comme position du corps en ce moment, pour les Jets, je trouve ça vraiment dommage. Commencer 7-3, puis là, finir même, c'est vraiment la débâcle. Puis l'avenir est beau avec Mike White. Fait que pour l'année prochaine, s'ils peuvent garder des éléments défensifs ou, je sais pas comment dire ça, mais j'y crois que l'an prochain, ils vont être compétitifs encore. Ils vont avoir un meilleur corps. Fait que s'ils peuvent protéger Mike White, puis comme aller repêcher là, peut-être des bons joueurs de ligne ou aller signer des joueurs autonomes, mettons, pour aider la ligne à l'attaque. Et ça va être vraiment là, une équipe à surveiller l'an prochain. Donc, j'ai compte out pour cette année. Mais l'an prochain, je vais être content de les revoir. Là, Okay. Puis je pense qu'ils vont performer avec Mike White. J'avais une liste de questions, mais il y en a deux que tu n'as pas répondu. Je vais commencer par les Jaguars. Tu m'as parlé de l'équipe en général. J'aimerais ça que tu me parles de Trevor Lawrence. On a parlé quand même souvent de lui cette saison. Il y a des passes que je dis, il y a des beaux flashs. Il y a d'autres passes que je dis, il faut qu'il apprenne. Il n'a pas appris. Comment tu l'as trouvé, Trevor Lawrence? Mais je trouve très calme. Moi, très calme sur le jeu. Il rit un peu, il essaie de trash talk, de montrer comme quoi il est pas dérangé, mais tu vois, je suis comme, ok, c'est une recrue, là. Tu vois, c'est un rookie. Fait tu vois qu'il parle un peu, je sais pas qu'est-ce qu'il dit parce qu'il est pas mic'd up, mettons, mais tu vois qu'il parle un peu aux adversaires, il rit un peu, mais je trouve, pour vrai, il est grand. Il a un gros bras. Fait que, veut pas, il a une bonne vision du jeu, puis s'il reste calme, puis il est mobile, il a une coupe de bonnes courses aussi importantes, donc quand jamais il n'y a pas d'option de passe ou quand il sent la pression sur lui, capable d'aller gagner des verges, puis de pas avoir de jeu négatif, donc puis éviter le sac du corps, donc je suis super positif, puis moi ce qui faisait le plus peur, c'est qu'il y a quelques semaines, sa blessure au genou, pas sérieux du tout, pas incommodé, j'ai vraiment senti plus en contrôle du match, puis il progresse. C'est une recrue, sa deuxième année. L'an passé avec Urban Meyer qui était comme pas très bon, kick ses botteurs. En tout cas, c'est vraiment la débâcle totale. Là. Je parlerai même pas du vidéo dans le bar où est-ce que l'équipe revient en avion à New York, puis lui, non. Il reste fêté avec des gens beaucoup plus jeunes que lui. Ça marche pas. Là, fait que tu vois qu'il a comme manqué une année de progression, mais l'équipe, la manière qu'il parle de Trevor Lawrence après match, j'ai vu les entrevues d'après-match parce que jeudi, j'ai le temps, là, le soir, puis le lendemain, vendredi, de voir qu'est-ce qu'ils ont dit du match. Fait que je vais voir un peu les joueurs, qu'est-ce qu'ils disent. Puis la manière qu'ils parlent de Trevor Lawrence, ils sont vraiment positifs. C'est vraiment encourageant. Fait que c'est pas juste une recrue en développement, puis non. Ils voient que c'est un projet à long terme, puis ils croient en lui, puis ils sont fiers quand ils jouent des beaux matchs. Donc, moi, je sens que c'est vraiment une équipe unie, puis bien soudée. Fait que même s'il connaît un mauvais match, l'équipe va y pardonner. Ils vont pas faire genre, hey, prochain match, watch-toi parce que c'est pas remplacé. Non. Là, tu vois qu'il y a la confiance de l'équipe et de l'entraîneur-chef, donc il peut faire des erreurs, puis s'il en fait, il se corrige après. C'est ça qui s'est passé aussi, veut pas, là, parce que tu sais, quand ta première séquence, c'est un fumble, mais tu sais. Mais sinon, ils sont vraiment bien repris, puis ils ont mis les points petit à petit. Puis ma deuxième question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est par rapport aux Jets, par rapport à leur jeu au sol. Tu n'en as pas parlé, mais moi, je veux quand même mentionner qu'on parle beaucoup de Zach Wilson, là, mais pour moi, l'élément qui a changé la trajectoire de la saison des Jets, c'est la blessure à Breece Hall. Ah, il faut en parler parce que j'en ai pas parlé parce que j'en ai pas vu. Marc, je te coupe, mais non, mais c'est ça. J'en ai pas parlé parce que j'en ai pas vu. On a beau dire que Zach Wilson n'est pas bon, puis son remplaçant n'a pas fait mieux. Ils n'ont pas de jeu au sol. Il y a littéralement, je vais voir la stat, il y a 5 joueurs différents qui ont des courses. Mais non, mais c'est ça, c'est là que je m'en allais. T'sais, depuis que Breece Hall s'est blessé, je pense que les Jets n'ont pas une seule victoire. Vraiment, ça a complètement changé la trajectoire de leur saison. Puis en ce moment, là, de ce que je vois, là, ils ont 3 running backs qui ont fait des courses. OK, 3 running backs. Ty Johnson, 2 courses, 7 verges. Michael Carter, 2 courses, 6 verges. Bam Knight, 6 courses, moins 2 verges. Ça, c'est les 3 running backs qui ont été utilisés. Fait qu'au total, là, 10 courses pour 11 verges. Fait qu'en gros, une verge par course en moyenne. Le gars qui a plus couru, c'est Chris Steveler, le corps arrière. 9 courses, 54 verges. Pour éviter la pression, là. Ouais, c'était pas des courses prévues, là. C'était juste comme une dérobade ou whatever. Là. C'était pas...
Fait que, tu sais, pour moi, l'élément qui fait mal aux Jets en ce moment, je pense que c'est vraiment le jeu au sol. Je voulais voir un peu ton analyse à toi par rapport à ça. Oui, mais c'est pas tout. Parce que, tu sais, même quand il était là, Brees Hall, là, dépendamment du corps avec qui il jouait, il n'y a pas toujours des bonnes performances non plus. Tu sais, il sauvait Zach Wilson de temps en temps, mais tu sais, quand il y avait Joe Flacco, là, il faisait pas grand-chose parce qu'il disait Joe Flacco va pas nous battre par la passe. Ouais. Fait qu'on va le bloquer. Fait que si t'avais une équipe qui était capable d'arrêter le jeu au sol, puis on dit toi tu me bats par la passe, ben il pouvait pas gagner les Jets. Fait que tu Ouais. sais, oui, ça nuit, mais c'est pas le seul facteur, c'est pas le seul enjeu. C'est un jeu complémentaire. Ça prend ces deux phases de jeu-là pour être compétitif, mais surtout se rendre en série éliminatoire. Tu sais, parce qu'en saison, là, tu peux arriver contre un adversaire qui sait pas arrêter la course, tu fais juste courir, puis hey, on gagne ce match-là. Tu peux arriver contre une équipe qui a de la misère à couvrir, qui a des blessures au safety ou au cornerback, puis tu peux t'en sauver avec ça. Mais en série éliminatoire, là, tu sais, la def des Bills, là, elle va être bonne, elle va Ben oui, t'arrêter. ben oui, ben La oui. def, C'est ça. la def des Ouais. Bengals, là, elle peut créer des revirements, puis pour vrai, ils sont intenses, ils sont solides. Tu sais, fait que t'as bien des défensives qui sont très, Ben très oui. bonnes, qui sont élites. Si tu regardes dans NFC, là, c'est presque que ça. Là. Les défensives, là, Ouais. c'est du costaud. Là. On parle des Cowboys, on parle des Eagles, on parle aussi, San dans le Francisco. fond, des 49ers San Francisco. C'est sûr que là, dépendamment des wildcards, on parle aussi que les Giants, s'ils maintiennent grosse défensive, Washington s'ils maintiennent Ouais. grosse défensive, des 7 équipes qui en ce moment font les séries éliminatoires, la seule qui n'a pas de grosse défensive, c'est les Vikings. Mais les Exact. Vikings ont tout le temps un revirement par match, puis ils ont les meilleures célébrations pour fêter ces revirements-là. Il faudrait faire une compilation sur YouTube, c'est sûr qu'il y a ça quelque part. Là. Hey, c'est fou. La pratique, c'est du théâtre. Là. C'est hallucinant, c'est complexe, il y a plusieurs facettes à ça. Quand ils fight une interception ou un revirement ou un fumble, c'est exceptionnel. Il y en a un par match, ils ont une chorégraphie, ils savent ça va se passer. Fait que, oui, il accorde beaucoup de points, mais il crée Wow. des revirements aussi. Fait que, non, c'est ça. Mais pour revenir aux Jets, c'est comme je disais, c'est la défensive est élite, est prête, mais l'attaque, c'est pas de niveau, là. c'est pas de niveau. Puis c'est deux blessures clés. C'est pas une plus que l'autre, là, c'est les deux. C'est Mike White et Brees Hall qui font la grosse différence. Cool. Ben merci, coach. Fait plaisir. Et là, maintenant, passons à ton devoir de match, Marc. Je t'avais donné dans le fond parce que t'étais un petit Purdy Doubters, Purdy Haters. Moi, je veux juste dire, là, tu m'inventes des propos. J'ai jamais été sur Brock Purdy. Moi, j'ai juste dit, la semaine où Garoppolo s'est blessé, j'ai dit San Francisco, c'est une équipe élite, mais il y a quand même un point d'interrogation parce qu'on ne connaît pas ce joueur-là. Moi, j'ai jamais été un hater. J'ai dit maillon faible. Non, je n'ai pas dit maillon faible. J'ai dit j'ai des doutes parce qu'on le connaît pas. Fait que est-ce que ce gars-là va être capable d'amener cette équipe-là au Super Bowl? Je ne sais pas. Mais ce que j'avais dit, c'est que cette équipe-là avait tout pour se rendre au Super Bowl. Et je les ai vus cette semaine. Et je réitère le fait que pour vrai, j'en ai vu des matchs cette année. Il n'y a aucune équipe dans la NFL qui a une équipe aussi complète que les 49ers. Pour vrai, c'est tellement beau les voir jouer. Les 49ers qui l'emportent 37-20 contre les Commanders. Match super important pour les deux équipes. Ouais. Les 49ers, dans le fond, qui se sont assurés d'une place en série éliminatoire, mais aussi de la division. Là, c'est officiel maintenant. Donc, c'est meneur de division. Puis les Commanders, ils se maintiennent 7e position, mais ils auraient peut-être aimé ça avoir un petit coussin plus que juste un demi-match sur les trois équipes qui les pourchassent de proche. Fait que dans le fond, ce match-là, t'en as pensé quoi? Comment ça commence? C'est une série qui a le lead dès le début. Voilà, la première séquence à l'attaque des 49ers. Ils ont un 4e essai et 1. Et là, ils donnent le ballon à Juszczyk, qui est le fullback. C'est à peu près la seule équipe dans la NFL qui utilise un fullback. Ils donnent le ballon à Juszczyk. C'est un balayage à gauche, à Juszczyk. Puis t'as Christian McCaffrey, c'est un 4e et 1, là. T'as Christian McCaffrey qui est juste derrière lui. Juszczyk se fait frapper. Il flippe le ballon à McCaffrey. McCaffrey pogne le ballon. Ils ont même pas eu le premier essai. C'est un jeu raté. Mais juste le fait de voir que comme coach, tu dis, hey, on a tellement d'armes qu'on va donner la balle à notre fullback qui va flipper ça à notre running back. Juste là, je me dis, c'est fou à quel point cette équipe-là est rodée. Cette équipe-là a des armes comme aucune autre équipe dans la NFL a. Moi, j'ai vraiment... Tu sais, pour moi, le match a commencé comme ça. Puis même à ça, même si les 49ers l'ont pas eu, je me suis dit, OK, les 49ers sont all-in. Ils vont gagner, ils ont des jeux, ils ont des joueurs, c'est incroyable.
pour moi, ça démontre vraiment Je à quel pense point... qu'il veut pas, il teste un peu les qualités d'étudiants, mettons, des autres équipes. Parce Ouais, qu'il faut qu'ils étudient pour dire, hey, ils jouent pas de manière classique, ils peuvent c'est faire ça. des jeux improvisés, mais c'est pas tant improvisé parce qu'à chaque match, ils en font des jeux de même. Ouais. Il faut que les adversaires arrivent préparés parce qu'ils doivent pas être surpris parce que ces Non, non, jeux-là peuvent se transformer ouais. en jeux vraiment explosifs. C'est ça, c'est qu'ils ont tellement d'armes. Puis en ce moment, Debo Samuel joue même pas, là. Puis ils ont tellement d'armes, c'est fou. Puis pour moi, là, Washington perd quoi? 37-20 que tu as dit le score final, quelque chose comme ça? 37-20, ouais. 37-20, quand on regarde juste le score, tu dis, ah, c'est un massacre, c'est quand même 17 points d'écart au football, c'est quand même beaucoup, là, 17 points. Mais pour vrai, ça a vraiment été une guerre d'usure. La défensive des 49ers a vraiment eu l'attaque des Commanders à l'usure. Pour vrai, c'était 7-7 à la mi-temps quand même. C'était un match qui a été serré jusqu'au troisième quart. Jusqu'à la fin du troisième quart, ça a été un match serré. Pour moi, la différence, ça a été le coaching. C'est con, là, mais pour moi, la différence dans ce match-là, ça a été le coaching. Washington est allé au deuxième quart. OK, au deuxième quart, Washington a un premier et les buts à la ligne de 1. Et Washington est allé sur les 4 essais. À ce moment-là, c'est 0-0. Ils sont allés sur les 4 essais. Ils ont été arrêtés les 4 fois. Ensuite de ça, les 49ers reprennent le ballon à leur ligne de 1. Séquence de 99 verges touchées. Pour moi, quand je dis que c'est une différence de coaching, c'est que moi, je suis Washington, là, je suis à la ligne de 1. Je me dis, hey, je joue contre San Francisco, qui est la meilleure dev de la ligue. Je vais aller prendre les 3 points s'il faut. Mets 3 points sur le tableau. Va chercher des points. Build du momentum un peu. Tu as la meilleure défensive de l'autre bord. Tu t'es fait arrêter 3 fois sur tes 3 premiers essais. Essaye-les pas le 4e essai. Je le sais que tu as Brian Robinson. Je le sais que tu as Gibson. Je le sais que tu as des bons receveurs. Mets le 3 points sur le tableau, va chercher 3 points, essaye de construire quelque chose parce que tu ne peux pas te permettre de laisser des points sur le terrain contre une défensive comme ça. Fait que, pour moi, ça, je trouve que ça démontre à quel point je trouve que c'est une différence de coaching. Puis même chose, on se transporte au troisième quart. C'est 14-7 pour les 49ers. OK? 14-7 les 49ers. C'est 4e et 1 pour Washington à leur propre ligne de 30. Et Ron Rivera, il dit, hey, on y va. 4e et 1 à ta propre ligne de 30 au troisième quart, c'est 14-7. Encore une fois, Washington essaye d'y aller en 4e et 1. Ils sont arrêtés. San Francisco reprend le ballon, puis c'est là que le match a complètement changé. Là. À partir de ce moment-là, San Francisco a complètement pris le contrôle du match. Fait que je trouve que c'est 2 décisions qui changent l'allure du match. Parce que tu dis, hey, au début, le 4e et 1, tu prends le 3 points, mais tu prends les devants 3-0 dans le match. Après ça, 4e et 1 à ta propre ligne de 30. Là, au lieu de dégager puis d'envoyer San Francisco dans le fond de ta zone, tu donnes le ballon à San Francisco à ta propre ligne de 30. San Francisco est allé mettre un toucher, ça a mis 21-7. Fait que, je trouve que c'est des petites décisions comme ça qui font que ça change l'allure d'un match. Puis, c'est sûr que suite à ça, probablement que Rivera, il était fâché, il voyait que le match n'en allait pas dans la bonne direction. Whoop effectue le changement de corps arrière. Puis, ça n'a absolument rien apporté. Là. Il a changé, il a benché une équipe pour mettre Carson Wentz. Pour vrai, ni l'un ni l'autre a mal joué. Pour vrai, je ne pense pas que la différence dans ce match-là, ça a été une différence de corps arrière. Je pense que Heineke a pas mal fait. Il y a eu des beaux jeux. Carson Wentz a eu des beaux jeux aussi. Mais la différence, c'est vraiment la ligne défensive de San Francisco a vraiment mangé la ligne à l'attaque Peut-être qu'il s'est dit, ça me prend une étincelle, puis qu'est-ce que je peux faire autre que ça? Ouais, Il n'y a oui, rien qui exact. fonctionne. Fait que, il est rendu là, tu vois que c'est un coach plus désespéré, puis il s'est dit, je suis en train de perdre le match, il faut que j'essaie de quoi. Puis c'est un coach qui est normalement typique conservateur, mais là, il a essayé des moves, comme tu as dit, là, vraiment, qui m'ont surpris. Puis c'est sûr que, on en parle des 3 points, c'est juste 3 points. Oui, c'est glamour, le toucher, mais va aller chercher tes 3 points. C'est ça qui a fait que, juste l'an passé, en série, les Bengals ont rattrapé les Chiefs qui, à la fin, ils menaient genre 21-3. Puis ils ont essayé d'aller en 4e et quelque chose pour marquer un toucher. Ils auraient pu faire un placement. Puis à la fin, ils perdent par 3 points. C'est ces 3 points-là qui a fait un peu qui a rendu ça encore accessible et atteignable. Fait, ça Surtout fait une contre une énorme défensive différence. aussi bonne que San Francisco, dès que tu peux mettre des points sur le tableau, faut que tu les prennes, ces points-là. Puis, Ouais. pour vrai, je parlais de la ligne défensive. Nick Bosa a 2 sacs dans ce match-là. Puis la défensive au complet des 49ers a, en guillemets, juste 2 sacs, mais j'ai l'impression qu'ils ont été d'en face de Heineke et Carson Wentz toute la game. J'ai l'impression qu'Heineke a dû faire des jeux plus rapides parce qu'il y avait tout le temps un gars des 49ers dans sa face. On s'entend, les 49ers, c'est la meilleure défensive contre le jeu au sol.
même si les Commanders ont deux excellents running backs, en Robinson puis Gibson, Robinson a 2,6 verges de moyenne par course, puis Gibson a 2 verges de moyenne par course. Tu peux pas gagner un match avec un jeu au sol qui a en bas de 3 verges de moyenne par course. Fait que pour moi, ça s'est vraiment joué là. Des mauvaises décisions de coaching de Washington, puis une ligne défensive de San Francisco qui a vraiment mangé la ligne à l'attaque de Washington. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça t'inquiète pour les Commanders de ne pas avoir été capable de mettre... Très honnête, je suis inquiet pour les Commanders. C'est sûr qu'ils ont une cédule qui peut les avantager dans le sens que d'ici la fin de la saison, ils affrontent les Browns la semaine prochaine, qui est un match quand même prenable parce que les Browns s'en vont nulle part. Puis la dernière semaine de l'année, ils affrontent Dallas, puis il y a des bonnes chances que Dallas, ce match-là, veuille absolument rien dire pour eux autres. Fait que ça se peut qu'ils reposent beaucoup de partants. Fait que ça se peut que Washington, il se faufile quand même en série dû à la cédule qui leur reste. Mais même s'ils se rendent en séries éliminatoires, je les vois pas battre, que ce soit Minnesota ou San Francisco qui affrontent en première ronde, je les vois pas battre aucune de ces deux équipes-là. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette équipe-là, surtout à quel point on sait que Heineke est aimé dans ce vestiaire-là et que Heineke a été benché. Puis Ron Rivera, il a déjà dit que c'était Carson Wentz qui commençait le match contre les Browns en fin de semaine prochaine. Moi, j'ai l'impression que peut-être que dans le vestiaire, il va peut-être avoir une certaine grogne ou certaines affaires qui font que peut-être les joueurs se donneront peut-être pas à 100% parce qu'ils vont être peut-être un peu fâchés de la décision. Fait que je sais pas à quel point Washington s'en va dans la bonne direction. Il y a des beaux éléments. Ils ont une excellente défensive. Pour vrai, la défensive de Washington a quand même tenu les 49ers à 7-7 à la mi-temps, là, quand même. Là, on parle, puis j'ai aucun malaise à le dire, même s'il y a des Buffalo, des Kansas City, des Philadelphie dans cette ligue-là, pour moi, l'équipe la plus complète dans toute la ligue, c'est les 49ers. Ils ont tenu 7-7 à la mi-temps. Puis si c'était pas de décision douteuse, il en demeure pas moins que Washington aurait pu mettre des points sur le tableau et il aurait pu en accorder moins, tout dépendamment des décisions. Ça peut être 17 là, assez aisément. Là, exact. Puis si on revient avec justement le 4e et 1 à leur propre ligne de 30, ben si tu bottes le ballon, probablement que tu ne donnes pas le toucher non plus. Fait pour moi, la défensive de Washington a très bien joué. C'est sûr que Kittle a connu un match exceptionnel, lui, vraiment, depuis qu'il est revenu de ses multiples blessures. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on ne le voit pas parce qu'il est tout le temps blessé. Mais là, vraiment, depuis 5-6 semaines, il est à 100%. C'est vraiment un gars qui est aussi bon que Travis Kelce à Kansas City. Là. Il est exceptionnel, même, ce Titan-là. Avant que tu pointes en perspective aussi, là, avant que Travis Kelce, dans le fond, inscrive le record pour le plus de verges et de passes captées par un tight end dans une saison, le record, c'était Kittle l'an d'avant. Exactement. Donc, c'est quand même Kittle très, très, très respecté, mais c'est juste qu'il y a plusieurs qui disent que c'est un meilleur bloqueur, puis Kittle, dans le fond, c'est un tight end plus complet. Travis Kelce, plus athlétique, puis meilleur receveur de passe que bloqueur. Travis Kelce, il bloque très bien aussi. Là. Mais si on parle d'eux des meilleurs dans la ligue pour des phases du jeu vraiment importantes. Donc, non, c'est vraiment c'est hallucinant. Comme tu dis, là, San Francisco, pour moi, ils vont faire un push en série éliminatoire. Donc, vraiment, tu sais, puis juste pour dire, c'est ça que, pour vrai, tu sais, ils ont quand même limité. Tu sais, tu regardes, Christian McCaffrey a 3,1 verges de moyenne par course. Pour Christian McCaffrey, c'est vraiment pas un bon match. Fait que tu regardes, à part George Kittle qui a vraiment eu un match exceptionnel, la défensive des Commanders a fait le travail. C'est vraiment que la défensive des 49ers était vraiment supérieure puis a vraiment pas donné de chance à l'attaque. Mais ma question la plus importante, c'est à travers tout ça, là, comment tu as trouvé Purdy finalement dans ce match-là? Ben, pour vrai, Purdy, pour moi, c'est exactement le genre de corps arrière qu'il faut à cette équipe-là. Dans le sens où si tu avais un QB All-Star dans cette équipe-là, j'ai l'impression que ça causerait peut-être un peu d'isanie parce qu'il voudrait ses stats, il voudrait ses petites affaires, il voudrait sa passe de toucher. Mais là, lui, là, ses statistiques sont en contrebalance. Lui, là, son but, c'est de rendre tout le monde heureux. Fait que justement, le petit jeu, le use chick qui flippe le ballon à McCaffrey, Purdy, il n'y a pas d'ego, il arrive là, lui, c'est comme, oui, c'est ça le plan de match, on y va. On s'en fout que j'avais pas de passe de toucher. Tu sais, Purdy, là, il finit le match avec juste 2 passes de toucher. Il inscrit quand même 37 points, mais il y a juste 2 passes de toucher dans ce match-là. Parce que justement, il distribue le ballon s'en va un peu partout. T'as Brandon Ayuk, t'as George Kittle, t'as McCaffrey, t'as même Ray McLeod, un gars qu'on n'avait probablement jamais prononcé son nom dans notre podcast encore, qui a une course de 71 verges pour le toucher. Il distribue le ballon à tout le monde, ce qui fait que le centre de l'attention n'est pas sur lui. C'est une des rares équipes dans la NFL que le centre d'attention, l'attaque, n'est pas leur corps arrière et ça leur va excessivement bien.
Moi, je pense que, un peu comme tu disais tantôt, je pense que Purdy, avec le contexte, est plus adapté à cette attaque-là que Garoppolo, parce que Garoppolo voulait avoir un peu plus l'attention, voulait avoir ses stats à lui. On avait déjà parlé de la statistique que quand il faisait pas de passe de toucher, il y avait une fiche, là, je me souviens plus de la fiche, là, on a allé écouter le podcast d'il y a quelques semaines, mais je trouve que Purdy, c'est ça, il n'y a pas d'ego, il arrive là, il fait le travail, rien d'exceptionnel, mais c'est parfait pour cette attaque-là, il laisse ses joueurs élites faire le travail. Moi, j'adore ce que j'ai vu. Mais tu sais, tu parles de Ray McLeod, là. Oui. Il a joué pour les Steelers l'an passé, je me rappelle de lui. Vraiment, là, dur, c'est difficile. C'est plus un joueur d'unité spéciale que running back parce qu'il a vraiment eu aucun bon match. Non, c'est ça. Il a été impliqué dans le projet là, quand même plusieurs moments. On dirait que l'an passé, c'était Najee Harris, mais à chaque match, il essayait un deuxième dans le fond, running back pour essayer de dire hey, on veut un comité, on veut y enlever un petit peu de l'autre, surtout qu'il n'est pas à 100%, il est blessé à des épaules, manquait quelques matchs ou beaucoup manqué de fin de match, Najee Harris l'an passé. Enfin, dans le fond, il voulait un backup, puis c'était peut-être plus la solution, mais c'était pas lui du tout. Puis là, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a juste une seule course. Oui, 71 verges. Puis il y a un touché. Fait que, c'est ça. Sa statistique, c'est une course, merci, bonsoir. Ils ont fait, hey, c'est ça qu'il va nous donner. On va le prendre. On va même pas y redonner une deuxième. Non, même pas. Non, même pas. On ne donne rien d'autre. Grand merci. On s'attendait pas à ça. Voilà. On pensait que ça allait être un jeu de 7 verges. Mais merci pour le 68 verges de plus qu'on n'espérait pas. C'était rendu là, c'était ça. Là, donc, mais moi, ces deux équipes-là, là, je les aime beaucoup. Puis c'est plate quand tu vois deux coups de cœur qui s'affrontent. Oui, pour vrai, c'est deux belles équipes. C'est Washington, ça fait une couple de fois que j'ai les ai comme devoir de match. J'adore le projet de cette équipe-là, j'adore où ça s'en va. Mais je pense qu'ils sont juste butés à plus fort d'eux. Puis moi je trouve. Tu sais, quand je dis tu te butes à plus fort d'eux, là où je parle du coaching, c'est que je trouve que ça manque un peu de lucidité de la part de Ron Rivera de bencher ton QB quand tu as probablement la meilleure équipe de la NFL devant toi. À un moment donné, tu n'es absolument pas déclassé. Tu as un match serré. Ton corps arrière qui t'a donné une séquence exceptionnelle. C'est en fait là, une grosse partie du fait que les Commanders sont dans la course pour les séries éliminatoires. C'est que Tyler Heinicke a joué une excellente saison. Puis là, tu le benches aux 3/4 d'un match parce que tu es fâché pour X. Moi, je trouve que ça envoie vraiment un mauvais message à ton équipe. Peut-être émotif, peut-être qu'il a peur pour son poste aussi. Ouais. On ne sait pas trop. Peut-être qu'il se dit hey, si je fais pas les séries, je peux être congédié à la fin de la saison. Fait que je trouve ça dommage parce que ça gâche le progrès de beaucoup de joueurs. Ouais. Là, maintenant, parlons là, des matchs, des autres matchs qui étaient là, à l'affiche. Là, beaucoup de matchs le samedi. Ouais. Donc, certains matchs que j'ai vus, d'autres non. Mais dans le fond, là, les Ravens ont gagné 17-9 contre les Falcons. Ce match-là élimine officiellement les Falcons de la course aux séries éliminatoires dans la meilleure division de la NFL. Vous comprendrez le sarcasme dans ma voix. Mais pour vrai, ça reste un match qui m'inquiète pour les Ravens. Même s'ils gagnent contre les Falcons, là, ça reste un match que c'est trop serré pour la qualité d'adversaire. Je le sais que les Ravens font les séries. Je le sais mais moi, je les vois pas gagner de match en séries éliminatoires. C'est un match qui m'inquiète. Même si Lamar revient, j'ai la difficulté à saisir cette équipe-là. J'ai la difficulté à saisir leur identité. Je sais pas trop où ça s'en va. On dirait, je croirais en cette équipe-là s'ils retrouvent Lamar Jackson pour les séries. Tu sais, faites jouer peut-être des backups, mais s'il arrive puis il court pour 150 verges, là, puis quelques passes de toucher à Mark Andrews, tu sais, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça dépend de s'il revient. Tu sais, fait que si ils se sont dit on a une saison où les backups ont gagné assez de matchs, un calendrier facile, on en profite, ben tant mieux. Si Lamar Jackson peut revenir puis jouer comme il a joué en début de saison, ça pourrait vraiment aider. Pour vrai, pour les Ravens, je leur souhaite vraiment de gagner leur match d'ici la fin de la saison parce que s'ils finissent pas premier du wild card, ils vont affronter Buffalo, Kansas City ou les Bengals. Ils n'ont aucune chance contre aucune de ces trois équipes-là. Leur seule chance de gagner un match éliminatoire, c'est d'avoir Jacksonville ou Tennessee en première ronde. Sinon je les vois pas gagner un match. C'est difficile sinon. Ouais. Maintenant, les Panthers l'emportent 37-23 contre les Lions. Ça, c'est vraiment ma surprise de la semaine. Pas que les Panthers gagnent, parce que dans le sens que les Panthers essaient de faire une poussée pour aller en séries éliminatoires, sont juste à un match des Buccaneers. Mais moi, ma surprise, c'est qu'ils aient limité des 3 à 23 points. Tu as dit que ça avait fini? Oui, 23 points. Puis ils leur ont mis 320 verges au sol d'en face. C'est un record de concession. Vraiment, c'est vraiment ma surprise. Il avait été limité genre à 30 verges la semaine passée contre Pittsburgh. Oui, mais les Steelers sont en santé, puis je t'en parlais semaine 1, défensive élite extraordinaire. Ben, quand la défensive est en santé des Steelers,
ils font des affaires de même. Fait que vraiment, de sortir une performance comme ça, quand ça compte, vraiment, les Panthers m'impressionnent. Puis pour vrai, ne comptez pas les Panthers hors des séries éliminatoires. Je regarde où Tampa Bay s'en va, on en parlera tantôt. Mais j'aime beaucoup ce que Caroline nous propose. ça va être difficile par contre pour les Panthers parce que S'ils battent Tampa Bay, là, s'ils battent, puis petit preview, là, c'est mon hot take de la semaine. là, ton take, tu t'es rapproché très très proche du micro pour dire ça. Je vais dire oui. Tu as parlé plus fort encore, fait que c'est Ouais. apprécié pour les auditeurs. Là, les Bills l'emportent 35-13 contre les Bears. C'est une chose qui était quand même difficile. Les Bears ont eu le dessus très tôt dans le match. Je vais quand même lever mon chapeau à JP la semaine passée qui l'avait dit que c'était un des matchs qu'il allait surveiller à 13h en fin de semaine. Puis il avait raison, ça a été vraiment un bon match, un match chaudement disputé. Chapeau aux Bills qui trouvent toujours une façon de gagner. Puis chapeau aux Bears qui, malgré une séquence où ils n'arrêtent pas de perdre, je vois de plus en plus de belles choses de cette équipe-là. J'ai l'impression que tranquillement, même si ça fait 15 ans que les Bears s'en vont nulle part, j'ai l'impression qu'enfin, ils sont en train peut-être de construire quelque chose qui se peut. Ouais, puis tant mieux pour eux parce qu'ils le méritent. Là. Absolument. Leur année record, là, genre, le 5 ans, là, une des meilleures défensives historiquement en statistique de la Ligue, puis ils perdent au premier tour là, à cause d'un botteur qui fait 2 poteaux. C'est quand même des fois crève-cœur. Donc, tant mieux si les Bears peuvent retrouver un peu de fierté dans cette franchise-là qui est quand même très historique. Là, les Saints l'emportent 17-10 contre les Browns. Match somnifère, j'espère que vous n'avez pas écouté ça, mais tout ce que je veux dire, c'est que les Saints se gardent aussi en vie dans la course aux séries éliminatoires dans cette merveilleuse division-là. Ils restent à un match de Tampa Bay. Donc, ils ont plus le choix de gagner, là, les Saints, puis ils ont gagné. Fait que chapeau à eux, ils ont trouvé une façon de gagner. C'était pas élégant, c'était pas beau, mais ils ont gagné. Fait que La bravo. semaine dernière, tu as dit dans le fond que les Saints, peut-être dans la division, jouaient le meilleur football. Cette semaine, est-ce que c'est eux qui ont joué le meilleur football dans cette division-là? C'est les Panthers. C'est les Panthers, ouais. Personne ne les a nommés la semaine dernière, mais c'était les Panthers. C'est les Panthers. Les Chiefs l'emportent 24-10 contre les Seahawks. Les Seahawks s'en vont nulle part, là, honnêtement. Je le sais qu'on en a parlé beaucoup pas beaucoup, mais on a parlé quelques fois des Seahawks à ce podcast-ci avec quelques devoirs de match. Puis je me souviens moi-même d'avoir dit à quel point j'étais impressionné par cette équipe-là. Il y avait une défensive qui était robuste, qui faisait beaucoup de turnover. Il y avait une attaque avec Geno Smith qui était ultra précis, un jeu au sol avec Kenneth Walker. On voit plus ça du tout, là. Geno Smith. Moi, ce que je pense, Marc, on en parlait beaucoup, c'est que les coordonnateurs défensifs prennent 5 matchs. Fait que début de saison, Pete Carroll avait un bon plan de match pour son équipe. Puis là, quand les autres équipes ont vu le plan de match, ils se sont ajustés. Puis je sens que Pete Carroll s'est pas réajusté après à l'ajustement des autres équipes. Fait que bon début de saison, ce qui peut arriver avec des coachs d'expérience, mais maintenant, il faut que tu sois capable de, dans le fond, continuer à améliorer ton équipe et à modifier un peu ton plan de match. Puis je sens que c'est ça qui pèse l'eau dans la balance en ce moment pour les Seahawks. Ils jouent contre les Chiefs, là, ça reste une des meilleures équipes de la NFL, mais dans le sens qu'ils n'ont jamais été dans le coup, là, les Seahawks, dans ce match-là. Pour une équipe qui se bat pour une place en séries éliminatoires, c'est difficile à comprendre à quel point tu peux être déclassé comme ça. Là. Surtout que les Chiefs ont joué un mauvais match au début. Là. Les Chiefs, c'était pas un bon match. Là. Non, il manquait de synchronisme, des jeux faciles, des passes échappées par Travis Kelce, des passes imprécises par Patrick Mahomes qui se tape le chest pour dire « Ah, it's me ». Mais beaucoup de trucs imprécis comme ça, des 4e et 1 aussi qui n'ont pas marché. Donc les Chiefs ont vraiment comme pas vraiment joué un beau match. Mais ils ont trouvé la manière de gagner, puis c'est ça que les bonnes équipes font. Amener les joueurs de talent ressurgissent, puis ils trouvent des solutions. Là, maintenant, parlant de joueurs de talent, les Vikings l'emportent 27-24 contre les Giants. J'espère que de joueurs de talent, tu parles de Daniel Jones, parce que Daniel Jones a joué tout un match. Honnêtement, je le sais que cette saison, j'ai eu quelques devoirs de match que je disais Daniel Jones, je suis pas sûr, j'ai des doutes. Il a vraiment joué un bon match, Daniel Jones. Si les Giants sont dans ce match-là, c'est vraiment grâce à Daniel Jones qui a eu un match de feu, 30-42, 334 verges. Vraiment, j'ai adoré son match. Ça démontre à quel point la défensive des Vikings est vraiment pas bonne. Et ça démontre aussi pourquoi j'ai vraiment peur pour les Vikings. Je les vois pas aller loin en séries éliminatoires parce que s'ils ont donné autant de verges que ça aux Giants, ça va être quoi quand ils vont affronter les 49ers? Ça va être quoi quand ils vont affronter les Cowboys, les Eagles? Fait que pour moi, c'est un match. Chapeau aux Giants qui ont gardé espoir dans ce match-là.
Mais pour moi, c'est un match, même si les Vikings réussissent à gagner le match sur un placement de 61 verges, c'est un match qui m'inquiète beaucoup pour les Vikings. Cousins qui passe encore énormément, 48 passes. Ouais. Donc, ça l'a pris quand même énormément de targets là, à Jefferson puis à Hawkinson pour, dans le fond, avoir une chance de gagner ce match-là. Puis les autres ne sont pas visés. Enfin, dans le fond, il a vraiment visé ces deux-là de manière à outrance. Puis c'est sûr que ça l'a payé à la fin, mais c'est reste que les Giants, leur front four est excellent. Puis dans le fond, là, c'est sûr que t'as pas le choix de trouver Thibodeau, là, qui a eu un match du tonnerre. Il était là, puis là, dans le fond, depuis 2-3 semaines, là, qui vraiment, il performe extrêmement bien. Puis Kevin Thibodeau, leur recrue joueur de ligne défensive, là, qui joue du côté gauche, est vraiment, vraiment solide. Puis ça a vraiment troublé le Kirk Cousins, qui était pas vraiment confortable. Fait que Juste mentionner, là, juste pour appuyer ce que tu dis, Jefferson a eu 12 réceptions, Hawkinson 13 réceptions. Puis sinon, il n'y a personne qui en a plus que 3 à part ces deux-là. Fait que c'est vraiment ces deux-là qui ont été vraiment visés beaucoup. T'as pas le choix d'envoyer la balle dans le fond, dans tes joueurs de talent, parce que sinon, ça, avec une défensive de même, qui te met beaucoup de pression, amener, tu sais, je sentais que pas que Dalvin Cook avait de la place pour courir. Fait que ça s'est joué là. Tu sais, Minnesota, faut quand même leur donner ça. Ils trouvent toujours une façon de gagner. Tu sais, j'ai l'impression que ça fait une couple de fois qu'ils gagnent des matchs serrés. Fait que chapeau, ils trouvent une façon de gagner, mais je le sais, c'est peut-être parce que j'ai un biais vu que je suis un fan des Packers, mais c'est pas la première fois que je le dis à ce micro-ci. J'ai des gros doutes pour Minnesota. Je suis pas certain qu'ils sont vraiment réels. Je suis content que tu dises que tu un billet parce que tu es un fan des Packers, parce que depuis le début de la saison, tu disais une équipe médiocre, mais c'est quand même numéro 2 de la NFC. Mais donc, il y en demeure pas moins que en tout cas, non, mais je suis content de dire que. Je dis que j'ai un biais, mais à chaque fois que je regarde un match des Vikings, je me dis, Ouais, puis quand ils vont être rendus au Super Bowl, tu vas dire, hey, c'est moi qui vais dors dire- au gaz, mais. Depuis la semaine 1 que la NFC est nulle à chier. C'est ça probablement ça que je vais dire. Ouais, c'est ça. On en parlera dans le podcast quand on va être rendu là dans quelques semaines. Voilà. Mais sinon, ça achève, là, je trouve ça excitant. Là. Il reste 2 matchs par équipe. Hey, puis tout peut arriver encore, le positionnement de qui va jouer contre qui. Ouais. Hey, c'est intense quand même. Là. Je suis excité. Donc là, maintenant, les Bengals l'emportent 22-18. Puis si c'était pas d'un fumble à la fin du match pour les Patriots, la dernière séquence, les Patriots là, avaient la victoire en main, puis on va être un fumble que tout gâché. Ça aurait tout changé. Dans le portrait des séries éliminatoires, ça aurait changé énormément de choses. Cincinnati menait quoi? 22-0, je pense? Quelque chose comme ça. Je pense qu'il menait 22-0. Ouais. À la mi-temps, c'était genre 22-0. Puis après ça, les Bengals se sont juste pas présentés en deuxième demi. Là. C'était débile. Là. Moi, j'étais en demi-finale de mon fantasy. Je regardais Joe Burrow après une demi. Je me suis dit, OK, c'est beau, je vais gagner ma demi-finale. Je pense qu'il a fait moins 3 points en deuxième demi, Joe Burrow. Il a fait rien. La défensive des Patriots s'est levée. Ils sont bons. C'est pas pour rien que c'est la défensive numéro 1 en fantasy, là, les Patriots. Là, pas en statistique NFL, mais en fantasy, c'est la défensive numéro 1. Ils sont vraiment excellents, la défensive des Patriots. Les vrais top 3 défensives de NFL selon les mesures métriques, puis pas de fantasy de points. Là. C'est vraiment les 49ers, les Broncos puis les Jets. C'est les top 3 dans cet ordre-là pour l'instant. Je pense que ça l'a changé le dernier match. Là. C'était avant les matchs de fin de semaine, parce que c'est plus le cas. Les Broncos sont fait éclater. Donc, 51 points. Les Jets sont redevenus numéro 2. Mais en termes de statistiques. Il en demeure pas moins que les Patriots ont une excellente défensive. Bill Belichick sait comment gérer des grosses attaques. Puis on a vu les ajustements qu'ils ont fait en deuxième demi. Puis c'est vraiment dommage pour les Patriots qui passent à côté d'une chance d'aller chercher une victoire parce que pour vrai, je regarde la cédule qui leur reste. Ça va être vraiment difficile pour eux de passer en séries éliminatoires. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait une chance là de se donner une belle chance de faire les séries éliminatoires. Ils sont passés à côté. Mais il en demeure pas moins qu'il y a quand même des questions à se poser par rapport à cette attaque-là. On en a déjà parlé. Matt Patricia, le coordonnateur offensif, j'ai des doutes. Mac Jones, j'ai des doutes. Mais Mac Jones, on dirait qu'il y a eu des flashs, mais on dirait que c'est comme... Ouais. Je sais pas s'il improvise des fois, mais Matt Patricia, là, puis les deux, là, ils s'engueulent des fois sur la ligne de côté, ils se crient après. Tu vois que la soupe est chaude, puis elle est pas mangeable en ce moment. Là, dans le fond, parlant de surprise
Ben, pas de surprise, on l'avait calé, là, tout le monde Je le l'avais savait, dit mais la semaine les passée. Texans qui l'emportent Ouais, 19-14 contre les Titans. Les Titans, ça ouais, va pas bien depuis quelques semaines. Et les Texans, ils jouent avec énormément de fierté. J'en ouais, parle depuis mon devoir de match, il y a 4 semaines. Là. ouais, J'arrête pas absolument. de te dire que même Ouais, s'ils perdent, là, c'est genre. c'est ça, Depuis que ouais, j'ai vu le devoir de match contre les Eagles, je sais pas si ça fait 4 ou 5 semaines, mais je te dis, hey, c'est 14-14 à mi-temps. Ils jouent tellement bien, puis ils ont aucun nom que je reconnais. Tu sais, c'est des no-names, mais qui jouent pour qu'on les reconnaisse. J'avais dit, c'est le match où Brandon Cooks avait pas été échangé, puis t'es comme, ah, ça me tente pas de jouer. ouais, Ma exact. patience a des limites, puis là, ils performent, puis les gagnent Ouais, contre les Titans. Les Texans qui sont derniers de la NFL, puis qui gagnent contre, dans le fond, les Titans qui sont des rivaux de division. Oui, c'est des rivaux de division, mais les Titans auraient dû gagner ce match-là sur papier. Peu importe, même si Tannehill joue pas avec Malik Willis. Eric Mais Henry, les là, je pense, dans Texans, les 4 ou wow. 5 derniers matchs contre Houston, il avait genre une moyenne de 250 verges au sol par match. Là. C'était fou. Là. Il pilait sur les Texans. 4 fois, il y a eu des matchs de plus de 200 verges contre les Ouais, Texans dans les 4 dernières années. exact. C'est fou. Fait que tu sais, pour moi, c'est une des rares années que je vois une équipe avec une fiche aussi mauvaise. Là, la fiche des Texans est aussi mauvaise. Mais c'est une des rares années que je vois une équipe comme les Texans jouer aussi bien en fin d'année malgré leur fiche. Tu sais, souvent, les équipes qui ont genre 0 ou 1 victoire, c'est comme là vente de feu, puis là, il n'y a personne qui joue bien, puis ça s'en va en déroute. Ouais, Mais les pour gens vrai, jouent comme pour soi, mais pas pour l'équipe, pas pour les exact. autres. Mais là, comme tu dis, ça fait 3-4 semaines de suite que même s'ils ne gagnent pas, ben, ils ont gagné en fin de semaine, mais avant ça, ils ne gagnaient pas. Ils sont beaux à voir jouer, ils sont dans le match, ils jouent des bons matchs. Fait que vraiment, chapeau à Lovie Smith, leur coach en chef, d'être capable de rallier les troupes comme ça puis de leur donner une motivation. Vraiment, moi, je suis vraiment impressionné par Houston. Ouais. Chapeau d'aller faire une victoire contre justement une équipe de rivaux de division. C'est une victoire trouble-fête parce que les Titans, ils ont perdu Tannehill. La blessure, sa saison est terminée. Derrick Henry a une blessure à la hanche. On ne sait pas s'il va jouer jeudi cette semaine. Fait que c'est une défaite qui fait très, 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 très mal aux Titans. Moi, ce que j'aime pas par rapport aux Titans, c'est la défensive qui vraiment manque des plaqués. Pas des bons angles de poursuite. Puis ça fait qu'il y a vraiment des jeux qui auraient dû être arrêtés plus tôt que les Texans ont juste continué. Puis même, il y a un des touchés qui est des Texans que je comprends même pas comment il a fait pour rentrer ce gars-là. Tu sais, il y a deux Ouais. plaqués manqués, un peu mou. Il tombe en glissant quasiment, là, j'aime Moi, pas je pense ça. que c'est le toucher de Burkhead, ça, ouais. Ouais, le shit Burgess, Ouais. j'étais comme, qu'est-ce qui se passe là? Personne s'est plaqué dans cette équipe-là. Donc, ils l'ont laissé rentrer, ils voulaient perdre là, les Titans, c'est quoi? Là, Ouais. ils veulent pas aller en série s'ils ont pas Tannehill, je comprends pas. Mais je trouve ça vraiment décevant. Puis c'est ça. Moi, pour moi, les Titans, c'est fini. Jacksonville va gagner Ouais, je pense que la oui. Puis, tu division sais, ça cette fait année. quoi? Ça fait 4 défaites de suite, 5 défaites de suite? Je pense qu'il c'est 7-2. Je pense que ça fait 5 défaites de suite. Il était officiellement 7-3, je te dirais. 7-3, OK. 7-3. Bon, ça fait 4 défaites de suite. Pour vrai, moi, si je suis Mike Vrabel, je commence à sentir la soupe chaude, pas mangeable, comme tu disais Non, non, tantôt, là, non. mais Mike Vrabel va rester l'an prochain. C'est le GM qui est parti parce que lui, il s'est dit, check les armes que j'ai. C'est le coach de l'année l'an passé. Puis il est respecté par ses joueurs. Il a un bon plan de match. Il a amené ça au début. Il a amené ça le plus loin qu'il pouvait. Mais avec ouais, les blessures qu'il y a, puis le manque de joueurs, je dirais. ouais. À l'attaque, là, clairement, ils ont Derrick Henry, puis c'est tout. Ouais. Puis la défensive, là, en arrache là, au niveau Ouais. des secondaires et la tertiaire, là, hey, c'est vraiment pas. C'est pas la défensive de l'an passé. Là. Je pense qu'il y a une vente de feu, peut-être qu'ils se sont fait voler des joueurs. Mais l'an Ils passé, ont avec eu une la séquence, défensive. on en parlait il y a quelques semaines. Ils ont été quoi, 7 ou 8 matchs de suite à donner 20 points au moins. C'est quand même très, très bon. Mais Ouais. depuis cette séquence-là, ça ne fonctionne plus. Là. La chaîne, elle a Non, ça marche. débarqué. Là. Là, maintenant, parlons là, d'un match de division encore. Là. Les Cowboys qui Mm. l'emportent 40-34 contre les Eagles. Les Eagles là, n'étaient pas avec Jalen Hurts, ils étaient avec Garner Minshew, Gardner Minshew. qui a joué un super Chapeau. beau match. Ouais. Il a eu un super beau match. Chapeau. Là. Tu sais, pour vrai, moi, je pense pas que c'est la faute à Garner Minshew si les Eagles ont perdu ce match-là. C'est un match chaudement disputé. C'est un match qui aurait pu aller des deux côtés. C'est un match haut en plein de feux d'artifice. Des beaux jeux des deux côtés. La différence, c'est que Philadelphie a fait 4 turnovers. Philadelphie a donné le ballon 4 fois aux Ouais. Cowboys. Pour moi, c'est vraiment ça la différence. Dans la NFL, quand tu joues contre des bonnes équipes, si tu donnes 4 fois le ballon à l'autre équipe, tu ne gagneras Moi, pas. C'est ouais, vraiment là la différence. mon opinion par rapport à ce match-là, c'est plus, ça reste des rivaux de division. Ouais. Deux équipes qui sont, que je trouve très bonnes, qui sont en série éliminatoire. Tout peut arriver. Ouais, dans le fond, pour moi, c'est l'une ou l'autre. C'est un match de Oui, série qu'on a exact. Ouais, vu. c'est ça. Ouais. C'est un match chaudement disputé. Ils ont tout donné.
Puis c'était un match vraiment divertissant. J'ai vu la deuxième demi avec ma famille, dans le fond. La télé était ouverte, puis là, je regardais par-ci par-là, quand il y avait un gros jeu. J'entendais, dans le fond, là, mon neveu là, de 7 ans faire comme «Oh!» Puis là, j'arrivais, puis là, il me disait «Regarde!» Puis là, on se disait football, c'est le fun, mais c'est comme je vous dirais, c'était plus... je pense que c'est deux équipes qui sont extrêmement bonnes, puis on n'a pas vu le meilleur d'eux autres dans ce match-là. C'est un match vraiment disputé, mais ça va jouer encore avec une plus grande intensité en série. En plus, c'est des rivaux de division, fait que pour moi, c'est juste, ça mettait la main à un peu aux... Puis moi, très humblement, je suis pas un fan ni d'une équipe ni de l'autre, mais juste parce que c'était une victoire plus importante pour Dallas. Et le fait que Dallas ait gagné, ça garde un petit suspense d'ici la fin de la saison. Juste pour ça, je suis content que Dallas ait gagné parce que ça nous garde un espèce de petit suspense. Parce que si Dallas gagne ses 2 derniers matchs puis que les Eagles perdent leurs 2 derniers matchs, ben c'est Dallas qui passe en avant. Tu sais, juste pour se garder un petit suspense au moins une semaine de plus, je suis content que Dallas ait gagné. Ouais, j'aime ça, moi aussi, j'aime ça. Ouais. Et dans le fond, là, mais un résultat que j'aime beaucoup, les Steelers, je vais te laisser en parler. 13-10 contre les Raiders. Mais avant que moi j'en parle, t'as-tu vu ce match-là ou toi t'étais en famille, tu dormais? Le 24 au soir à 8h, c'est sûr, j'ai pas vu ce match-là. Fait que je te laisse en parler. J'ai rien vu de ce match-là. Moi, il y a un moment où est-ce que j'ai réécouté le début du match. Mais ce que j'ai vu, ça, c'est que mon garçon était couché, on était avec la belle famille à ce moment-là. Le 24 au soir, j'avais le réveillon avec ma famille et la belle famille le même soir avec un jeune enfant. C'était le fun. C'était vraiment le fun. C'est le fun, courir à gauche puis à droite. Puis on a su le lendemain, le 25, que mon garçon avait une otite. Fait qu'il faisait de la fièvre, il était pas bien le 24. C'était pas une belle soirée. J'ai pas profité de ma soirée. Mais il y a un moment où est-ce qu'il dort, il est content, il est paisible, je suis heureux. Et j'ouvre sur mon cellulaire pendant qu'il y a la belle famille qui savent que je suis fan des Steelers. Je écoute sur mon cell, il me dit « Ah, veux-tu le mettre sur la télévision? » Ah, je veux pas trop insister. Il le met sur la télévision. Et là, dans le fond, ce que j'ai vu, par contre, c'est 2 d'excellentes défensives. Les Raiders, on en parlait, vraiment, dans le fond, capables de créer des revirements, mettre beaucoup de pression. Les Steelers, là, sont en santé, puis ça fait 2 semaines qu'ils sont extraordinaires en défensive, qui vraiment limitent les meilleurs éléments à l'attaque. Ils ont limité Davante Adams à genre 2 passes, 15 verges dans ce match-là. Plus Josh Jacobs qui a même pas 50 verges. Tu sais, genre, c'est vraiment... On l'a rien fait non plus, puis tu vois que c'est comme, ah, comment ça, c'est... Non, les Steelers, quand ils sont en santé, j'en parlais, là, c'est que quand il manque, genre, 8 partants en défense sur les 11, c'est normal que tu accordes 40 points en une demi aux Bills. Tu sais, littéralement, ce n'est pas ta défensive partante, là, c'est ton practice squad qui est là. Ça marche pas. À part Cam Hayward qui était là, ben, tu cours pas en plein centre, tu cours ses côtés, puis t'es bien correct, là. Fait que, tu sais, à part là, certains éléments qui étaient là, comme Highsmith puis Hayward, qui ont fait toute la saison, qui sont extraordinaires, saison de rêve, qui n'ont pas été votés comme Pro Bowl, mais TJ Watt, oui, alors qu'il a joué genre... La moitié des games. Même pas la moitié des games, il a joué genre 7 games. Je trouve ça un peu plate pour Highsmith, qui a plus que 10 sacs cette saison, il y en a 11 ou 12 là, de mémoire, plus Cam Hayward, qui joue un excellent... en fait, un excellent saison. Le problème du Pro Bowl dans la NFL, c'est plus pour les gros noms que pour les joueurs qui se sont démarqués dans l'année. Exact, malheureusement. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment, là, les Steelers ont connu un plan de match exceptionnel. Je sais pas si c'est Brian Flores qui est là, qui a pris un peu plus de rôle en défensive là, pour aider justement à avoir un bon plan de match. Puis on n'en parle pas assez parce que c'est pas le coordinateur, mais c'est dans le fond un ancien head coach des Dolphins de l'an passé qui avait défensive élite. Ouais. C'est vraiment un brillant tome de défense là, de la NFL. Fait que c'est sûr que ça l'aide, veut pas. Ils ont eu un bon plan de match, puis ils ont limité les Raiders à 10 points. Je trouve ça exceptionnel. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est que au début, j'étais comme les Steelers, ils font pas grand-chose. Tu sais, c'est vraiment... J'étais un peu déçu, puis dernière séquence à l'attaque, il reste 2 minutes au match. Là. Il reste genre Qu'est-ce qui fait qu'un corps arrière est un bon corps arrière, Julien? Arrête pas de me le dire, j'ai pensé à toi pendant ce match-là. J'ai pensé à toi, j'étais comme, Marc serait fier de Kenny Pickett. Mais il fait, il est 7-9, 75 verges, puis un touché à la fin du match. Puis, tu sais, il a besoin de 1 minute seulement. Il laisse 40 secondes aux Raiders qui forcent un jeu. Puis Cam Sutton attrape les dernières interceptions. Puis tu sais, je t'en parlais en début de podcast avant qu'on commence, mais les 3 interceptions des Steelers, Fitzpatrick, Sutton, puis l'autre, j'oublie le nom parce que tu sais, j'oublie le nom quand c'est le temps d'en parler. Ouais. C'est 3 qui jouaient pas contre les Bills, contre les Eagles. Tu sais, ces matchs-là où ils ont
accorder plus que 300 verges en une demi, tu sais. Ben, c'est sûr que quand tes cornerback puis safety partant jouent pas, c'est plus difficile. C'est sûr. Mais je trouve ça vraiment exceptionnel que les Steelers étaient capables de gagner en fin de match. Puis je me suis trompé, là, j'avais dit la semaine dernière, le Immaculate Reception, c'est un chiffre rond. J'ai dit, je pense que ça fait 30 ans. Ouais. Mais dans ma tête, je suis plus vieux que je pensais. Puis c'est 50 ans. C'est dans les années 80 que Franco Harris a joué. Puis c'était ça, c'est que Franco Harris qui était le running back, puis j'ai revu le vidéo, c'est drôle parce qu'au début du jeu de la Immaculate Reception, tu sais, je parle d'un jeu de 50 ans, mais allez voir sur Internet, c'est un running back qui fait rien, dans sa tête, selon le schéma, il doit bloquer. Là, tu le vois pendant genre 5 secondes, à essayer de bloquer, mais il n'y a personne qui le presse parce qu'ils veulent juste couvrir la passe. Vous n'avez pas le visuel, mais Julien a vraiment imité le gars qui essaie de bloquer debout, en faisant il fait gauche-droite, puis il n'y a personne. Fait que c'est dit, je vais avancer, mais il avance timidement. Il se retourne même pas pour voir. Il se retourne même pas au début. Il se retourne. Il n'y a personne à bloquer, personne fonce. Il se retourne pour attendre une passe. Puis là, il se rend compte que, Terry Bradshaw lance à un receveur de passe que j'oublie le nom, j'ai pas trop c'est qui. Puis là, il se retourne pour voir le jeu, puis il avance en joguant, là, super lentement, là. Tu sais, c'est pas lui, le jeu, là. Puis là, comme je dis, de coup sur coup, le gars, pendant qu'il attrape la balle, il se fait plaquer, l'épaule touche au ballon, elle revole. Franco Harris, il est comme ça tombe devant lui, il prend la balle, genre, tout juste avant qu'elle touche au sol, puis il se dit, moi, je joguais, là, je marche un pas trop tôt, un pas trop vite, ou un pas trop lent, puis je l'ai pas, là. Puis c'est ça, c'est pour ça que Immaculate Reception, c'est que il capte ce ballon-là et il court jusque dans zone de but, marque un toucher, gagne là-dessus, puis c'est comme un peu, on avait des airs de... C'est un match qui était à l'époque aussi extrêmement serré. Les Steelers perdaient par un point, ils perdaient 7-6, là ils perdaient 10-6, puis c'est un peu le même scénario où en fin de match, il y a un toucher extraordinaire dans un match extrêmement froid contre les Raiders, c'était magique, puis pour la famille de Franco Harris qui était là dans la salle, pour eux, ils sont comme... Les Steelers vont peut-être se rappeler de ce match-là comme une grande performance de Kenny Pickett en fin de game, que peut-être ça l'a débloqué pour lui à ce moment-là, mais pour moi, c'est Franco Harris Night, puis ça me rappelle ma famille, mes amis, donc... C'était genre 2 jours avant, 3 jours avant le match, quelque chose comme ça. Malheureusement, il est décédé mardi, en fait le mercredi, le lendemain de notre podcast, il décédait le mercredi. Fait que tu sais, son numéro était supposé être retiré, était supposé être là, mais à quelques jours d'avance, donc vraiment là... C'était hautement émotif pour les Steelers. Puis c'est pas des conditions le fun. Tu sais, c'est 50 ans de ton jeu qui a marqué l'histoire de la NFL. On retire ton numéro, on fait une grande célébration, puis le célébré n'était pas là. Fait que toutes les pensées étaient à la famille. Donc, j'en parle, je suis tellement émotif, j'ai envie de pleurer. Parce que je fais partie de la famille des Steelers, parce que je suis fan depuis 17 ans. Fait que je vais prendre une seconde de silence là, pour juste me remettre de... Pas toi, tu pleures, c'est mes allergies, ok? C'est mes allergies. Fait que, bref, c'est ça pour dire que c'était un match qui était quand même divertissant à cause de la défensive. Puis c'est que genre, quand deux défensives bonnes s'attaquent, tu dis, qui va craquer en premier? Fait que j'avais ce sentiment-là de qui va craquer en premier, puis à la fin, t'es comme, tu y crois pas, mais est-ce que tu y crois? C'est faisable. Pour vrai, les deux équipes ont joué tellement bien défensivement que c'était un divertissement différent. On n'est pas dans le Kirk Cousins qui lance 50 passes, puis genre à la fin, il finit avec genre 800 verges. Là. On n'est pas là. On n'est pas là. Pas le même genre d'équipe, non. Pas le même genre d'équipe, mais c'est quand même... J'ai apprécié la deuxième demi, puis j'étais quand même tendu parce que mes Steelers perdaient, mais le scénario était juste trop beau, puis pour vrai, chapeau aux Steelers. Puis j'espère que Kenny Pickett peut construire là-dessus. Puis tu vois, Cam Hayward était content, là, tu sais, t'es allé le voir après, t'es comme genre, tu sais, nice job, dude. Il a peut-être mis quelques sacres là-dedans. Tu vois que l'équipe est contente, l'équipe est derrière lui, t'es content qu'il joue, puis c'est vraiment super positif pour la construction pour l'an prochain. Parce que tu veux des moments comme ça. Tu veux pas te tanker et dire j'ai un bon choix pour l'encadrer. Tu veux bâtir pour une culture de gagnant, puis ils abandonnent pas. Les Steelers ont commencé vraiment genre 2-5, puis là, ils sont 7-8. Ouais. Tu sais, genre, il y a un où je pense qu'ils étaient 3-7, là. Tu sais, c'était... Là, ils sont 7-8. C'est exceptionnel. Maintenant, parlons des Packers-Dolphins. Les Packers qui ont fait 26-20. Et avant de parler, c'était quand même 20-20 longtemps. Et en fin de deuxième demi, Tua a reçu un plaqué à la tête. Il est tombé encore sur le dos. Et il y a eu un gros coup violent à la tête. Et moi, je veux préciser, là, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Selon les vidéos que j'ai vues, ça serait à la fin de la première demi qu'il aurait subi cette commotion. J'ai dit première demi.
compris deuxième demi que tu Ah as non, dit, excuse, non, ok. mais peut-être ça a bugué, mais à la fin de la première demi, il restait genre 6 minutes à jouer. Puis dans le fond, tu vois les statistiques première demi avant le catch, puis mais tu sais, avant le se bloquer, puis après le plaquer. Puis l'affaire que je comprends pas, c'est on va parler du match en tant que tel, mais pour avoir vu ce match-là, je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas signé le red flag. Il y a eu, tu sais, officiellement, là, mais officieusement, il y a eu 2 commotions dans la saison déjà. Dans les 3 derniers mois, il a subi 2 commotions. On va dire une blessure à la tête. Ils ont été vraiment là, beaucoup critiqués, les Dolphins, par rapport à comment ils ont appliqué le protocole puis comment ils protègent ou pas Tua. Puis là, suite à ce coup-là, il aurait dû avoir un spotter qui aurait dit « Hey, t'as reçu un coup. » J'ai vu des gens là, rentrer dans le protocole des commotions dans les dernières semaines pour moins que ça. Puis là, un gars qui en a eu 2 dans les 3 derniers mois, il reçoit ce coup-là, puis il reste dans le match. Qu'est-ce que vous faites? Ça me rappelle un peu Nelson Aguilar pour les Patriots, il y a 2-3 semaines, où est-ce qu'il essaie de prendre sa position, puis il est pas capable d'être debout. Puis genre, il titube, puis il est pas capable de rester debout. Puis c'est un de ses coéquipiers qui fait comme « Hey, arrêtez le jeu, arrêtez le jeu, arrêtez le jeu. » Les refs arrêtent même pas le jeu. Si c'était pas d'une demande de révision de l'autre équipe, le jeu allait se jouer, puis il aurait pu recevoir un autre plaqué, puis dans ce Aguilar, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Tu sais, fait qu'est-ce qui se passe avec les spotters? Je comprends pas. Mais ça revient à ce qu'on disait il y a quand même quelques semaines. C'est pas la première fois qu'on a cette discussion-là ici. Puis pour moi, comme tu dis, il y a une immense différence dans la qualité de jeu de Tua. Pour vrai, Miami a vraiment dominé la première demi. Là. Moi, c'est une des rares fois où j'ai vu Matt Lafleur prendre des mauvaises décisions. Là. Ils ont genre un 4e essai et 2 à leur ligne de 20. Puis ils font un fake punt. Au genre premier quart, au début du deuxième. Ouais, je me rappelle avoir vu ça. 4e et 2 à leur ligne de 20. Comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? C'est une des rares fois où j'ai vu Matt Lafleur prendre des décisions. Sur ce jeu-là, les Dolphins avaient gardé leur défensive sur le terrain. En plus, les Dolphins, puis tu dis, non, nous autres, on stick avec le plan, puis on y va quand même. Ça marche pas. Tu sais, les Dolphins ont perdu ce match-là plus que les Packers ont gagné. Tant mieux, c'est une victoire des Packers. Je suis un fan des Packers, je la prends. Mais pour vrai, si c'est pas Tua qui joue la deuxième demi, puis c'est leur deuxième carrière, que j'oublie le nom, là, qui a joué quelques matchs, Thompson, merci, je suis convaincu que les Dolphins gagnent ce match-là parce que pour vrai, les 3 interceptions de Tua en deuxième demi, c'est pas la défensive qui a bien joué. Là. C'était des passes qui étaient à des années-lumière de leur receveur qui était visé. Là. C'était des passes catastrophiques. Littéralement, les 3 fois, le joueur des Packers, c'est même pas le joueur qui couvre le receveur. Le ballon leur tombe directement dans les mains. C'est même pas des beaux jeux défensifs. C'est juste des mauvaises passes. Ça teinte le match, malheureusement, parce que les Dolphins, là, c'est que, tu sais, là, cet athlète-là, il a reçu 3 commotions en 3 mois. Ouais. Tu sais, je veux même plus le voir, là. Tu sais, en tant que fan, je veux pas le voir de la saison, même s'ils font les séries éliminatoires, même s'il est clearé, là, je veux pas le voir sur le terrain. Parce que les dommages à long terme sont vraiment dangereux. Puis c'est pour sa vie et sa carrière. Là. Il y en a plein qui disent peut-être la retraite pour lui. 3 commotions en 3 mois, c'est peut-être la même qui s'est aggravée 2 fois. C'est peut-être 3 isolées petites, mais genre en 3 semaines, t'as guéri déjà? Non, ça m'étonnerait. Pour vrai, ça me fait extrêmement peur pour cet individu-là, qui a un énorme talent, puis ils l'ont pas protégé, puis ils sont en train de le gâcher. Je trouve il gâche sa vie, puis il gâche aussi, dans le fond, veut pas aussi, tu sais, à tous les niveaux, tout le monde est perdant. L'athlète est perdant, la vie de cette personne est perdante, les partisans sont perdants parce qu'ils perdent leur carrière partant qui fonctionnait bien pour les Dolphins. Dans l'épisode de la semaine 3, 4 ou 5, là, je sais plus trop, mais pour vrai, Miami a absolument rien. Au contraire, ils ont perdu le match parce qu'ils ont décidé de garder Tua dans ce match-là. Tu sors Tua, je suis convaincu que Thompson ne perd pas ce match-là parce qu'il ne lance pas 3 interceptions en deuxième demi. Je ne comprends pas cette décision-là. Ouais, ça me fâche encore. Tant mieux que les Miami aient perdu. Je me dis, c'est peut-être une leçon qu'ils vont apprendre qu'à un moment donné, sort tes joueurs blessés puis laisse-les pas sur le jeu. C'est peut-être une leçon qu'ils vont finir par apprendre. Mike McDaniels a dit, jamais je voudrais mettre un de mes joueurs en position délicate. Là, ça fait 3 fois que tu fais Tua. Il l'a refait encore l'année. Je comprends que t'es un mastermind, là, t'es un bon gars, tu fais des blagues. L'année, mais je sais que tu veux gagner. L'année, il y a un moment, il y a des limites. Là. Utilise un petit peu ton jugement puis réfléchis 2 secondes. Là. Ça me fâche, cette situation-là. Ça me fâche. Bon, parlons maintenant d'une situation qui me fâche pas, qui me fait rire. Les Rams qui gagnent 51-14. Les Rams qui allaient nulle part, puis ils éclatent les Broncos. Avec Baker Mayfield, Cam Akers qui voulait même plus jouer parce qu'il voulait être échangé. Baker Mayfield qui a fait 3 équipes dans les derniers 12 mois.
Nathaniel Hackett qui a été congédié. Je te laisse dire la citation qu'il a faite après son congédiement suite à ce match-là. Puis avant la Nathaniel citation, c'est que, une des raisons pour laquelle dans le fond, il est congédié, c'est que les joueurs se poussaient et se battaient sur les lignes de côté durant le match. Donc, Ripken a amené, il y a même un de ses joueurs qui a pris Ripken par les bords, il a dit hey, on va s'en aller parce qu'il y a un joueur qui le poussait. Puis là, il y a des joueurs qui défendaient Russell Wilson. Russell Wilson qui comprenait pas trop les mots à cause de sa commotion cérébrale. Puis je sais pas même pourquoi il a commencé le match déjà. Pour vrai, tu regardes, là, il y a un moment où il y a un receveur qui est complètement seul. Il court vers lui, vers la droite. Puis il lance une passe, une bombe vers la fond. Puis il y a juste Courtland Sutton, un autre Sutton, là, qui est comme il saute dans les airs, puis il fallait ses bras, puis il est comme qu'est-ce que tu fais? Je suis là, Asti! Mais il dit pas Asti, il dit un mot en anglais, mais pour de vrai, c'est pas beau, là. Tu sais, c'est pas beau. Le Russell Wilson, là, que genre, il lance à n'importe qui. Genre, hey, t'en veux-tu une balle? Peu importe l'équipe, je vais t'en donner une balle. Ripien, que ça s'est vraiment mal passé non plus. Donc, pour vrai, c'est une catastrophe. Puis, Nathaniel Hackett, il a dit, après en entrevue à un journaliste, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un gars qui a plus de salles de bain que de passes de toucher dans la saison? Ben, salle de bain dans sa maison, ouais, c'est ça. De salles de bain dans sa maison. Tu sais, je comprends que tu veux faire une allusion que sa saison est pas bonne, mais c'est toi son head coach. Si elle est pas bonne, peut-être à cause de ta préparation, ton plan de match, dans les situations que tu lui mets, la liberté que tu lui donnes dans le game plan, puis dans ses check-downs. Là, il y a un moment où est-ce que tu dois prendre ownership, puis arrête de pointer du doigt. C'est quoi, tu essaies de sauver qui? T'es plus employable, là? Hey, les gens, là, les autres équipes qui se disent peut-être que je veux ce gars-là dans mon équipe, il va peut-être créer plus de merde, puis si la merde est pognée, il va pointer du doigt d'autres personnes, puis il va s'en servir comme excuse. Hey, laisse ton footage, puis laisse tes actions parler d'elles-mêmes. Ta citation était de trop, t'aurais dû juste rien dire, ou juste dire, ben regardez, on va passer à un autre dossier, puis c'est ça qui est ça, je respecte la décision des propriétaires. Bien. Quand tu es un fan de Denver, tu te dis on n'aura pas beaucoup de victoires, on va tanker, on va avoir un bon premier show. Ah non, c'est vrai, ils l'ont changé à Seattle pour avoir Russell Wilson. Ben, tu sais, un vol cet échange-là. C'est un vol cet échange-là. Pour moi, là, je ne veux pas m'attarder sur ce match-là, mais je veux juste mentionner la différence de direction entre Houston et Denver. J'en parlais tantôt, tu sais, Houston qui a moins de victoires que Denver, mais j'ai l'impression que Houston sont quand même sur un chemin qui peut peut-être mener quelque part. Denver, en ce moment, ça va nulle part. Houston perd, mais ils ont quand même une culture de gagnant parce que la manière qu'ils se présentent à chaque match, c'est vraiment une culture intéressante, contrairement aux Broncos en ce moment. Là, les Buccaneers l'emportent 19-16, se maintiennent encore en tête de leur division. À l'arracher, encore une autre séquence au 4e quart en fin du match que Tom Brady va Mais tu sais, pour vrai, tu gagnes contre Arizona qui va nulle part cette année, qui startait son 3e quart arrière. Chapeau, là, Tampa Bay a gagné, mais oh là que c'est pas beau à voir, là, les Buccaneers. Ils sont premiers de leur division en ce moment, mais c'est pas beau à voir. Là. Non, vraiment pas. Je vais pas trop en parler, j'ai pas vu le match, ça m'intéressait pas. J'ai vu un peu des matchs Charger-Colts, puis j'ai fermé ma télévision. J'allais me coucher rapidement. Moi, j'ai une statistique à dire, c'est tout ce que je veux dire sur ce match-là. Dans tout le match, les Colts d'Indianapolis ont réussi aucun 3e essai. Mais il y en a eu combien, Marc? Je me souviens même pas, il y en a eu combien, mais ils en ont réussi 0. Les Chargers n'ont pas joué tant un beau match non plus. La défense des Colts était bonne. Les Chargers, là, ils gagnent ce match-là contre un adversaire qui n'était pas là, qui n'ont pas d'attaque en ce moment, mais ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Là, mais maintenant, parlons un peu du portrait des séries. Je dis séries éliminatoires. Il n'y a pas de série, là. C'est juste les éliminatoires de la NFL. Je vais parler un peu là, là maintenant, il y a des équipes là, qui sont en top de leur division. Ça ne bougera pas. Ce qui peut changer, c'est l'ordre de la division. Ça termine premier, deuxième, troisième ou quatrième. Mais ça commence à être pas mal fixé. Il reste seulement 2 matchs, donc plus beaucoup de mouvements. Mais par contre, les Bills et les Chiefs sont à égalité à 12-3. Les Bills ont l'avantage, sont premiers pour l'instant. Les Bengals... Ils ont battu les Chiefs cette saison. Tout à fait. Tu peux le dire plus fort si tu veux. Ils ont battu les Chiefs. Ils ont battu les Chiefs cette saison. Les Chiefs sont battables. Ils ont été battus 3 fois dans la saison, donc contre les Colts. Semaine 3. Oui. Ou semaine 5. Rappelons-nous de ce moment-là de gloire des Chiefs. Les Bengals sont 3e à 11-4, donc à un match de retard par rapport là, aux Bills et aux Chiefs. Et les Jaguars sont maintenant en tête de leur division, on en parlait plus tôt, à 7-8. Donc une fiche perdante, mais ils mènent leur division, donc bravo à eux. Les 3 wildcards en ce moment, les Ravens, les Chargers, qui sont assurés
d'une place en éliminatoire. Et les Dolphins qui sont à 8-7. Il en manque pas gros pour que les Dolphins s'assurent d'une place en éliminatoire, mais il faudrait qu'ils gagnent au moins un de leurs 2 prochains matchs. Et ça serait quasi officiel après ça. Pas mal officiel. Ouais. Oui, ils gagnent. En fait, s'ils gagnent un des 2 matchs, ils passent, c'est sûr. Ouais, c'est pas mal fait. Là, les talonnants de proche, il y a 4 équipes, et oui, à 7 et 8, qui sont encore dans la course, mais ils ont des faibles pourcentages de chance. On parle des Patriots, des Jets, des Titans et des Steelers, qui sont toutes à 7 et 8. Et oui, mes Steelers sont encore en vie. Oui. Bon, tu le disais, Buffalo, Kansas City. Moi, je m'attends que Kansas City passe devant Buffalo pour le premier seed de la AFC. Parce que je m'attends que Buffalo va perdre contre Cincinnati cette semaine. Oh. Casey a une cédule beaucoup plus facile. Là. Casey affronte Denver et Las Vegas dans ces 2 dernières semaines. Il n'y a aucune chance qu'il échappe un de ces 2 matchs-là. Je ne vois pas du tout Casey échapper un de ces 2 matchs-là. Puis Buffalo joue Cincinnati et les Patriots. 2 équipes pour qui ces 2 matchs-là vont vouloir dire quelque chose, risquent de se battre. Fait que, tu sais, je vois Buffalo échapper probablement un match sur ces 2-là. Fait que je vois probablement Casey passer devant Buffalo pour le premier seed. Cincinnati risque de win out. Moi, mon feeling, Buffalo, ils vont battre Buffalo. C'est le match de la semaine prochaine, on en reparlera tantôt, mais pour moi, c'est le match de la semaine, Cincinnati-Buffalo. Et je vois pas comment Cincinnati peut perdre contre Baltimore pour finir la saison. Sinon, Jacksonville et les Titans, c'est pas compliqué. Il y en a un des 2 qui fait les séries, l'autre fera pas les séries. Là. Mais le match de cette semaine ne veut rien dire. Dans le sens que peu importe le résultat du match de cette semaine pour les Jaguars et les Titans, ça va jouer la semaine prochaine. L'équipe qui va gagner le match un vis-à-vis l'autre va faire les séries éliminatoires. Fait que cette semaine, les Jaguars jouent contre Houston puis Tennessee joue contre Dallas. Hey, Marc, je t'arrête là. Est-ce que ça serait la première fois qu'à la semaine 17, des équipes reposent leur partant en vue de la semaine 18? En vue de la semaine 18, ça serait fou, ça. Ça serait débile. Ça se voit, dans le fond, là, ça se voit de la semaine 18 à Wildcard. Mais ça veut dire reposer à la semaine 17 pour la semaine 18 à j'ai lu quelque chose aujourd'hui par rapport justement à la blessure à Derrick Henry, que Derrick Henry a une blessure à la hanche. Il est quand même capable de jouer, mais en ce moment, les Titans sont en train de se demander s'il va jouer jeudi, justement pour ne pas aggraver cette blessure-là en vue du match contre les Jaguars la semaine 18. C'est la chose à faire, pour vrai. C'est la chose à faire, absolument. Puis dans le fond, mais continue à parler de. Je t'ai coupé juste pour cette petite brève-là. Ben vas-y. Pour moi, Jaguars Tennessee, ça va jouer semaine 18. Donc cette semaine, ces matchs-là veulent rien dire. C'est vraiment la semaine 18, le match un contre l'autre qui va décider qui va faire les séries éliminatoires. Baltimore, il reste Pittsburgh puis Cincinnati. Pour vrai, ça se peut que Baltimore perde ses 2 derniers matchs. Il y a une possibilité que Baltimore perde ses 2 derniers matchs. Pittsburgh, j'aime beaucoup la façon qu'il joue dernièrement. Baltimore, j'aime pas trop comment ça s'en va. Les Chargers, même si je n'aime pas la façon que cette équipe-là est coachée, j'aime pas cette équipe-là comment elle joue, je trouve qu'ils sous-performent par rapport à l'équipe qu'ils ont sur papier. Il en demeure pour moi qu'ils finissent leur saison contre les Rams puis contre Denver. J'ai comme l'impression qu'ils vont gagner ces 2 matchs-là. Même si les Rams ont quand même montré quelques belles choses depuis 3 semaines, depuis que Baker Mayfield est là, j'ai quand même l'impression que les Chargers vont gagner, même si c'est un duel des 2 équipes de Los Angeles. Là. Je pense pas que ça va prendre à la légère parce que les Rams jouent avec beaucoup de fierté puis ils s'en foutent des draft picks parce que sont à d'autres équipes. Fait eux jouent vraiment pour, je pense, l'évaluation des joueurs pour la saison prochaine. Fait que puis Sean McVay, il a la même mise sur cette équipe-là. Pour vrai, la façon que les Chargers jouent, je serais pas nécessairement étonné qu'ils trébuchent contre les Rams, mais normalement, ils devraient gagner leurs 2 derniers matchs. Ce qui reste, comme tu dis, juste un spot de wildcard. Donc, en ce moment, c'est Miami qui l'a. Puis, c'est pas compliqué. Miami affronte 2 adversaires directs dans les 2 semaines qui restent. Ils affrontent les Patriots puis les Jets qui sont à un match d'eux. Fait que c'est pas compliqué. Si Miami gagne ces matchs-là, ben automatiquement, c'est que, réglé, en gros, puis le scénario vraiment rocambolesque. En fait, les Steelers se battent pour juste une chose, c'est la fiche de 500 pour Mike Tomlin. Pour Mike Tomlin, exactement. Et on peut pas des mots, c'est que Mike Tomlin, ça fait 15 ans qu'il coach dans la NFL, puis là, c'est sa 16e année cette année, puis ça fait 15 ans qu'il y a une fiche soit à 500 ou plus. Mieux. Donc, il n'y a jamais eu une fiche perdante. Puis lui, il s'en fout, là. C'est le premier à dire qu'il s'en fout. Mais on dirait les joueurs, ils ont tellement de respect pour l'homme. Les joueurs s'en foutent pas. Le coach est comme, j'ai mon poste, ça fait 16 ans, j'écoute le même emploi.
Je pense que j'ai une sécurité, là, tu Ouais, sais. c'est ça. Lui, il s'en fout un peu, mais c'est quand... Puis si, c'est la plus longue séquence pour commencer une carrière, puis de toutes les séquences, même si on exclut commencer une carrière, c'est la 4e plus longue. C'est fou. Puis à 16, il y a Bill Belichick. Fait qu'il pourrait égaler Bill Ouais. Belichick pour les séquences de saison à 500 ou plus, c'est exceptionnel. Fait que tu sais, 4e de l'histoire, et peu importe, lui, sa legacy est là, champion du Super Bowl, fiche gagnante. Ouais. Mike Tomlin n'a rien à prouver à personne, mais les joueurs, ils se battent pour lui, puis ils se battent aussi pour, veut pas, leur contrat à eux, puis par fierté, par respect. Ils jouent vraiment de manière inspirée depuis 2 semaines, même un peu plus, mais là, ils ont les armes C'est pour accoter réaliste le jeu, là. pour les Steelers. Pas nécessairement de faire les séries, parce que pour vrai, pour que Non, les non, Steelers non. fassent les séries, il faut vraiment que les étoiles s'alignent Je vais le s'il vous dire, plaît. il faut que Miami perde le match contre les Patriots et les Jets, puis il faut que les Patriots et les Jets, ça soit le seul match qui gagne sur les Ouais, deux. c'est ça, exact, c'est ça. Ouais, il faut que les Patriots soient 1-1, Jets 1-1, il faut que les Dolphins soient 0-2, puis là, si les Pittsburgh... Faut qu'il y ait Jaguars puis Tennessee, faut qu'il y ait un fit aussi, parce que je pense que Pittsburgh n'a pas nécessairement l'avantage sur les Titans, en tout cas, comme une affaire avec eux autres aussi. Ouais, en Fait, plus, fait que, tu sais, c'est compliqué, là. C'est il en demeure compliqué. pas moins que les Steelers, ils ont Baltimore puis Cleveland pour finir la saison. C'est 2 matchs qui peuvent aller gagner. Fait que, tu sais, c'est pas impossible qu'ils finissent la saison à 9-8. Je pense pas qu'ils vont faire les séries même à 9-8, mais il en demeure pour moi qu'ils ont une chance quand même d'aller Je à vais 9-8. répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est que le match contre les Raiders va justifier que l'équipe est officiellement éliminée, puis que l'équipe va pouvoir se battre pour arriver 8e, puis Ouais, se dire on c'est ça. était proche. Et c'est Exact. carrément ça. Mais pour moi, là, je regarde parce que pour moi, le dernier spot là, de wildcard, ça se joue vraiment entre Miami, Patriots et Jets. Je pense que c'est vraiment ces 3 équipes-là qui se battent pour le dernier spot. Tu vas avoir Jacksonville puis les Titans qui vont se battre pour le 4e spot qui vont gagner leur division. Mais pour vrai, si je regarde la cédule, là, la cédule la plus prenable, je pense que c'est peut-être les Jets. Les Jets avec Mike White qui revient. Ils affrontent Seattle cette semaine. C'est un match qui est prenable pour les Jets cette semaine contre Seattle. Ça voudrait dire qu'on aurait probablement un match Miami contre Jets la semaine 18, que ça serait winner takes it home. Ça se pourrait qu'on aille ça. S'ils font ça, ce match-là va être flexé en Ouais, heure de grande en écoute. prime time, exact. Ça va être un match en prime time. Ouais, mais là, dans le fond, là, juste pour te dire, là, tu sais, Ouais. par rapport à cette association-là, moi, je sens vraiment, comme je t'ai dit, les Jets, si Mike White joue pas, j'y crois pas. Oui. Et Puis s'ils les jouent, Puis s'ils jouent, ouais. dans le fond, là, j'y crois, tu sais. Ouais. Mais pour les Patriots, je crois pas à leur chance Non, à cause de surtout qu'ils jouent l'attaque et des Miami et problèmes. Buffalo. Leur seule Mais chance, ça serait que Buffalo gagne contre Cincinnati cette semaine. Puis si ouais, Buffalo gagne contre Cincinnati cette semaine, ça veut dire que la semaine 18, ils sont déjà assurés de finir numéro 1, fait qu'ils pourraient reposer des partants. c'est ça. En tout On cas, en reparlera la semaine ouais, prochaine, c'est ça va être ça. plus clair le Ouais. portrait. Ça va tomber là, cette semaine. Là. Fait que Mais dans la semaine prochaine, on va en pour parler. moi, l'équipe qui a peut-être le plus le edge par rapport à la cédule, c'est peut-être les Jets dans ces 3 équipes-là. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais ça Ouais. dépend vraiment de la santé de Mike White. Exact. Oui, c'est ça. Ouais. Là, parlant de la NFC, j'aurais moins d'affaires à dire par rapport à la NFC que par rapport à la AFC. C'est juste que, ben, tu sais, meneur de division, il y a les Eagles à 13-2, les Vikings à 12-3, les 49ers à 11-4 et les Buccaneers à 7-8. Les wildcards, il y a les Cowboys qui sont assurés d'une place avec 11-4. Puis ensuite, les 2 autres, c'est les Giants et les Commanders qui sont à 8-6-1 et 7-7-1. Donc vraiment, là, les 4 équipes de la NFC East sont encore dans le portrait des séries éliminatoires parce que les Seahawks et les Lions ont perdu la semaine dernière, ce qui porte leur fiche à 7-8. Et aussi à 7-8, les Packers, qui dit qu'ils ne feront pas les séries. Mais on va s'en reparler la semaine prochaine. Moi, On j'ai peut s'en dit, reparler. oui, on Parle-nous-en, va s'en mais reparler là, parce que moi, si je me souviens bien, la semaine passée, je vous ai dit, faut qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent pour qu'on parle des Packers dans le portrait des séries éliminatoires. Et pour vrai, littéralement, la semaine qui vient de se produire, c'est du génie pour les Packers. Les Packers ont gagné, les Giants ont perdu, Washington a perdu, Seattle a perdu, puis Detroit a perdu. Littéralement, c'est une semaine parfaite plus pour les Packers. C'est et incroyable. pas pour les Packers, pour les Steelers, que la défaite des Dolphins aide les Steelers à Et en rester. plus, oui, c'est ça, exact. Sinon, ça va être... Ouais. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est vraiment une semaine incroyable pour les Packers. On s'entend, ils affrontent quand même Minnesota et Détroit. Ça leur prend de l'aide. C'est loin d'être sûr que les Packers vont faire les séries éliminatoires. Même encore aujourd'hui, je ne pense pas que les Packers vont faire les séries éliminatoires. Je pense que Washington est en meilleure posture vu la saison, la saison qui leur reste. Je vais repartir du début. Philadelphie à 13-2, il leur manque une victoire
ou de l'aide, là. Donc, une victoire dans leurs 2 derniers matchs et ils sont assurés d'avoir le premier seed. Fait que, tu sais, Jalen Hurts, je ne sais pas comment ils vont le jouer. Est-ce qu'ils vont essayer de risquer de le ramener cette semaine pour essayer de gagner tout de suite contre Nouvelle-Orléans, puis après ça, ils donner la semaine 18 de break? Ou ils vont essayer de garder Minshew cette semaine contre les Saints, puis dire, ben, si on en a besoin, on le ramènera semaine 18. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer la blessure de Jalen Hurts pour s'assurer, parce que c'est important pour eux autres de finir premier. Moi, je garderais Minshew, qui vient de jouer un match, il y a des reps. Tu sais, dans le fond, garde-le, tu sais, contre les Saints, c'est Parce que ça se peut prenable. contre les Saints, tu n'aies même pas besoin de Jalen Hurts. Là. On va dire les vraies Non, choses. c'est Là. ça. Ça se peut que tu n'en aies même Moi, pas besoin. c'est juste de moi, je ne le ferais pas jouer. Mais regarde, la seule que je veux parler plus en détail, c'est que, tu sais, ça va bouger avec les Giants et les Commanders, mais je veux pas trop spéculer. Il y a beaucoup trop de scénarios pour moi de parler des wildcards. Mais je veux parler des Buccaneers avec, dans le fond, ceux qui les talonnent, les Panthers et les Saints officieusement. Mais les Saints, pour moi, avec la cédule qui reste, non. Est-ce que tu penses que les Panthers peuvent dépasser les Buccaneers? Moi, je suis convaincu que c'est les Panthers qui vont gagner cette division-là. C'est quoi les deux matchs qui restent aux Panthers, Marc? Les Panthers finissent la saison contre Tampa Bay. Donc, pour moi, là, le match dans la fin de semaine, c'est avec Cincinnati-Buffalo. C'est l'autre match avec le plus d'implication de séries éliminatoires Caroline-Tampa Bay, parce que Caroline a déjà battu Tampa Bay cette année. Ce que ça veut dire, c'est que si Caroline bat Tampa Bay cette semaine, ça veut dire que Tampa Bay prend une grosse option sur le titre de division, parce que ça veut dire que Caroline a le tiebreaker sur Tampa Bay. Donc, s'ils finissent égaux, Tu as eu un petit lapsus, tu as dit Tampa Bay prend une grande option. C'est qu'en fait, si les Buccaneers gagnent, ils s'assurent du premier rang de la division. Si les Panthers gagnent, ils seront à égalité, mais le edge va aux Panthers. Exact. Donc, ça va se jouer à la dernière semaine qui gagne son match. Ouais. Exact. Dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, je regarde Tampa Bay, les deux ont des cédules quand même faciles parce qu'ils s'affrontent cette semaine. Puis la semaine 18, Tampa Bay affronte Atlanta, puis Caroline affronte les Saints. Fait que, tu sais, dans le sens que c'est des rivaux de division, ça ne sera pas nécessairement des matchs faciles, mais je regarde la façon que les équipes jouent, puis moi, je pense qu'en ce moment, Caroline joue mieux que Tampa Bay. On s'entend, là, Caroline, ce n'est pas une bonne équipe de football, mais en demeure pas moins qu'en ce moment, il joue mieux que Tampa Bay. Même si Tampa Bay trouve une façon de gagner dans les 2 dernières semaines, je ne pense pas que Tampa Bay joue du bon football en ce moment. Bien sûr qu'à 7 et 8, on peut pas... Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux pas trop en parler non plus, les Saints sont quand même encore dans le portrait de cette division-là. Les Saints ne peuvent plus échapper de match, donc ils n'ont pas le choix de gagner leurs 2 derniers matchs. Ils affrontent les Eagles cette semaine, puis Caroline la dernière semaine. Fait qu'il faut qu'ils gagnent leurs 2 derniers matchs et il faut qu'ils espèrent une défaite de Tampa Bay dans ces... Les Buccaneers hors division, ils sont 4 et 7. Fait que ça donne un peu le portrait de comment tu te situes hors division. Je ne vais pas trop en parler. Comme je disais, on en parlera plus la semaine prochaine parce qu'il y a trop de wildcard scénarios possibles. La seule chose que je veux mentionner, moi, j'ai quand même une pensée parce que ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans qu'ils ont rajouté une équipe en séries éliminatoires? C'est la 2e année. C'est la 2e. Ah, c'est ça fait 2 ans. Moi, j'ai quand même le souci quand même de mentionner que si la saison se terminait aujourd'hui, il y a 14 équipes qui font les séries éliminatoires et sur les 14, il y en a juste 11 qui jouent pour plus que 500. Moi, j'ai quand même un malaise qu'il y ait des équipes qui jouent pour 500 ou moins qui font les séries éliminatoires. En ce moment, il y a les Jaguars, Tampa Bay qui sont en bas de 500, puis tu as Washington qui joue pour 500. Ces 3 équipes-là feraient les séries éliminatoires. J'ai quand même un malaise. Je le sais qu'on a étendu pour mettre plus d'équipes en séries éliminatoires, mais moi, j'ai quand même un malaise qu'il y ait peut-être 3 équipes qui ne jouent pas en haut de 500 qui fassent les séries. Je trouve que ça envoie un mauvais message à la Ligue. Puis je trouve que ça montre que la Ligue n'est pas balancée parce que ça veut dire que sur tes 32 équipes, il y en a juste 11 qui jouent en haut de 500. Ça veut dire que tu as une équipe sur 3 qui joue en haut de 500. Ça veut dire que tu as un gros débalancement dans ta Ligue. Mais Marc, en fait, la mesure de mettre 7 équipes au lieu de 6, c'est justement pour ça, parce que souvent, les équipes qui ont une fiche perdante mais font les séries, c'est des meneurs de division. Tu sais, fait que ça vient de là. Puis, attends, parce que peut-être que quand ça va finir, il y aura une fiche gagnante, peut-être, ces équipes-là. Ben, en fait, Tampa Bay, c'est sûr que non, là. Mais ils auront peut-être une fiche gagnante. Les Jags peuvent avoir une fiche gagnante encore. Mais mon point de vue, c'est donnons une chance aux coureurs quand même. C'est que l'équipe qui fait en wildcard, la 3e wildcard, peut-être que c'est une équipe qui est meilleure que le 4e, qui est meneur de division, mais le plus proche de division. Fait que c'est pour contrebalancer ça, mais l'an passé...
Marc, l'avenir va nous le dire, mais l'échantillon est trop petit parce que l'an passé, les 7e, c'était les Steelers puis les Eagles. Les Eagles, easy out contre Tampa Bay qui était 2e. Puis les Steelers ont eu un match super serré. C'était 0-0. TJ Watt, force fumble sur Patrick Mahomes, prend la balle, marque un touché, 7-0 Steelers. Puis après ça, il y a le record de Patrick Mahomes qui marque 4 touchés en 5 minutes 20. Ouais, Tu sais, fait, le match était serré pendant un quart au complet et 5 minutes. Puis après ça, t'as Patrick Mahomes qui fait des choses à la Patrick Mahomes. Ouais. Que genre, c'est 7-0, t'es comme, what? Puis là, je suis comme, oh non, non, non. Parce que là, l'émotivité vient de redescendre, un bout d'adrénaline. Tu redonnes la balle aux Chiefs parce que tu viens de marquer un touché. Ta défensive était sur le terrain depuis trop longtemps. Ouais. Là, c'est comme moi, je savais ce qui s'en venait, mais tout ça pour dire que c'est juste la 2e année, on verra. Tu sais, mais des surprises de wildcard, ça arrive. Mais je sais pas si on va avoir des surprises de wildcard d'équipes qui finissent 7e. Ouais. Mais ça se peut. Des équipes qui sont blessées reviennent au jeu. Tu sais, c'est pas tout le temps une fiche qui veut dire le portrait de l'équipe de la manière qu'elle joue actuellement. L'an passé, San Francisco, là, qui s'est classé d'arrache-pied à la fin de l'année, qui a tout démoli tout le monde, tu sais, qui a comme fait beaucoup de surprises, mais moi, j'étais pas surpris parce que la manière qu'il jouait, j'étais comme, hey, les blessés sont revenus au jeu, là. L'équipe est en santé, c'est maintenant, là. Fait que moi, j'y crois. Fait que, tu sais, c'est pour donner une chance, je pense, aux équipes de dire, hey, croyez-y, on veut plus de meaningful football à la fin de l'année, puis ça nous offre ça. Parce que la semaine. Parce que ça garde des équipes à 6 et 9. Exact. Des équipes à 6 et 9 dans la course. Il y a plus d'équipes qui y croient encore et qui veulent garder la course, fait que ça rend ça plus intéressant jusqu'à la fin. Puis pour ça, la NFL fait bien. Ça va jouer jusqu'à la semaine 17 ou 18, d'avoir qui fait les derniers spots de wildcard. Fait que ça rend la saison beaucoup plus intéressante, je trouve. Fait que ne serait-ce que pour ça, puis même pas pour la semaine de wildcard, ne serait-ce que pour ça, moi, je suis content que la NFL ait fait ça. Mais l'avenir va nous le dire quand on aura plus d'échantillons de voir si ces équipes-là, tout le temps un easy out ou non. On verra, tu sais, mais ça arrive des équipes de wildcard, issues des wildcards qui gagnent le Super Bowl. Oui, ben oui. Fait on verra si cette équipe-là, tout le temps, genre 5e ou 6e, ou si c'est une équipe qui pourrait être 7e, qui se rend à ce match-là, même qui le gagne. Fait que ça, tu sais, je suis curieux, vraiment curieux. Parlons des matchs à venir. Il n'y a pas beaucoup de matchs que je trouve super intéressants, que je recommande fortement, d'être peut-être en vacances. On s'en fout beaucoup parce que c'est des équipes éliminées, là. Cowboys Titans jeudi. Toi, Marc, est-ce que c'est un match que tu conseilles ou non? Non, moi, je m'attends quand même à un blowout, là, justement, en sachant que Tannehill joue pas et que Henry risque d'être reposé. Moi, je m'attends que les Cowboys piétinent les Titans. Surtout que pour les Cowboys, c'est un match qui veut dire quelque chose parce qu'ils ont théoriquement encore une chance de gagner leur division, de jouer des matchs à domicile en série. Fait que moi, je m'attends que les Cowboys là, mettent le pied sur l'accélérateur et gagnent ce match-là. Là. Fait que, tu sais, écoutez-le si vous voulez, mais je m'attends pas nécessairement à ce que ce soit un bon match. Là. Maintenant, là, les matchs là, de dimanche à 1h, les Cardinals contre les Falcons. Quelque chose d'autre à me proposer? Il y a les Bears contre les Lions. Tu vois, c'est intéressant, ça. Je trouve que les Lions se battent pour une place en séries éliminatoires. Ils ont vraiment un match boulette la semaine passée contre les Panthers. Là, tu as les Bears qui gagnent pas, mais qui sont quand même sur une séquence pas pire. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça peut donner un match intéressant, Bears-Lions. C'est des rivaux de division en plus. Match intéressant, les Jaguars contre les Texans. Oui, rivaux de division, les Jaguars qui viennent de prendre la tête de la division. Ouais. Grâce aux Texans, un peu, veut pas. Moi, j'ai hâte de voir les Texans s'ils vont peut-être pouvoir créer encore la surprise. Ouais. Puis vraiment, là, ils jouent avec beaucoup de fierté, ils viennent d'avoir une victoire. Qui dit qu'ils peuvent pas gagner ce match-là? Je pense pas. Je pense pas, mais qui dit qu'ils peuvent pas le gagner? C'est un match qui ne veut rien dire, mais il en demeure pas moins que pour les Jaguars, pour continuer de construire quelque chose puis d'aller dans la bonne direction, c'est un match que tu veux gagner. Les Texans, ils viennent de gagner un gros match émotif. Ça va être de voir comment ils sont capables d'empiler puis de faire suite à ça. À voir. Exact. Les Broncos contre les Chiefs? Je sais pas c'est quoi le concours à Kansas City, mais s'il y a un concours pour scorer 60 points puis on vous donne des ailes de poulet, ça se peut que ça arrive. Je leur souhaite. Des ailes de poulet, c'est toujours intéressant. Voilà. Les Dolphins contre les Patriots. C'est un des matchs de la semaine. Un des matchs de la semaine Dolphins-Patriots. Surtout à 13h, il n'y a pas beaucoup de bons matchs. Duel important pour les séries éliminatoires à 13h. Fait que dimanche moi, c'est le match à regarder. C'est le match à regarder à 13h. Ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce que les Dolphins vont faire avec la situation du corps arrière. J'ai hâte de voir. Parce que toi, peut jouer, parce qu'il n'y a pas de commotion officiellement. Dans le protocole des commotions. Ce que je trouve dangereux parce qu'il joue sur les mots pour peut-être le faire jouer
dans une semaine, je Ouais. m'inquiète tellement pour ce gars-là. Ah ouais, vraiment. Puis je dis pas ça à la blague, là. Je m'inquiète pour de vrai Pour pour la l'être santé de ce humain, gars-là. vraiment, ouais. Là, maintenant, parlons des Colts contre les Giants, deux bonnes défensives. Il faut que les Giants gagnent ce match-là. Les Giants n'ont pas le choix de gagner ce match-là, mais je pense bien qu'ils vont trouver une façon de gagner. Là. Je vois mal les causes que. Tu sais, Jeff Saturday, quand il est arrivé, il a donné comme un match et demi là, de comme second souffle à cette organisation-là. Mais on en Ouais. a parlé plein de fois. Là. Il y a trop de lacunes dans cette équipe-là. Ça s'en va nulle part. Là. Saints Eagles. C'est un match qui a des impacts pour les séries éliminatoires, mais c'est pas nécessairement un match que je recommande non plus, dans le sens que oui, les Eagles peuvent clincher le premier rang, les Saints n'ont pas le choix de gagner, comme on disait tantôt, mais bon, je suis pas nécessairement un match qui m'intéresse. Là. Les Panthers contre les Buccaneers. Ben, comme on disait, ça aussi, c'est à 13h, c'est probablement l'autre match le plus important côté séries éliminatoires. Le gagnant, les Buccaneers gagnent, c'est terminé, c'est eux qui rentrent en séries éliminatoires. Puis les Panthers, ben, s'ils gagnent, ils se donnent quand même une belle option pour la division. Fait que c'est un match important. Match important, mais je sais pas si c'est un bon divertissement. Ça que on dirait, c'est comme le match que j'ai envie de conseiller, mais que j'ai pas envie de le conseiller. Ça pourrait être un match qui finit genre 17-13. Ça, j'allais dire 13 que Tampa Bay n'a rien fait de la game, puis Brady prend le ballon avec 1 minute 40 à jouer, puis il va faire un toucher. Là. Ça se peut que ce soit ça. Ça peut jouer ses unités spéciales, un retour de pas de bloqué. Ouais. C'est genre de match un peu farfelu. Je sais pas quoi en penser, mais j'ai envie de le conseiller, mais il faut le regarder un peu le début du match. Ouais, je pense quand même que si on regarde l'équipe en tant que telle, les Panthers ont un peu plus de grit, une espèce d'esprit d'équipe d'aller dans la bonne direction un peu plus que les Buccaneers. Fait que j'aurais tendance à les favoriser dans ce match-là. Ouais, je pense que ouais aussi. Là, les Browns contre les Commanders. C'est un match que je ne vous conseille pas non plus. C'est Carson Wentz qui va débuter le match pour les Commanders. Je vous le conseille pas. Les Commanders n'ont pas le choix de gagner ce match-là non plus. Si tu échappes ça, tu mets beaucoup d'espoir dans plein de compétiteurs directs derrière toi pour les séries éliminatoires. Ah, Wentz. On joue pas avec le feu, c'est Heineke qui t'apporte des victoires. Je le sais, mais là, il a déjà annoncé que c'était Wentz qui startait, fait que je sais pas comment ça va tourner. Mais c'est pas un match que je conseille, mais gardez quand même un œil sur le score parce que c'est un match important pour les séries. Un match que je conseille, les 49ers contre les Raiders. Je veux voir comment les Raiders vont jouer contre une bonne défensive 2 semaines de suite. Puis les 49ers qui doivent gagner contre les Raiders, ils peuvent pas échapper à ce match-là. Ils peuvent pas laisser Crosby terroriser Purdy. Donc, c'est un match que je conseille. Je pense que c'est un match qui peut être vraiment intéressant à regarder ce match-là. Intéressant. Les Raiders ont quand même des armes, mais j'ai vraiment l'impression que la défense. Surtout que les Raiders ont plus de chance pour les séries éliminatoires. Moi, je serais pas surpris de les voir un peu à flat là, pour les 2 dernières semaines, les Raiders. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette organisation-là qui ne sont pas nécessairement positives. Puis souvent, quand ça arrive, quand cette équipe-là est éliminée, souvent, ils tombent flat. Fait que moi, je serais pas surpris que ce soit un blowout. Surtout des joueurs avec de l'argent à Vegas, on dirait. C'est comme si le party peut être pogné puis pas dans le champ des joueurs. Quand il n'y a plus d'enjeu, ça se peut que ça dérape un peu. Là. Ouais, il y a plus de choses à faire qu'à Green Bay, peut-être, hein, avec une petite population. Là, sinon, les Jets contre les Seahawks. Match super important pour les séries éliminatoires. C'est drôle, hein, mais c'est pas non plus un match qui risque d'être hyper divertissant. J'ai l'impression que ça aussi, ça peut se finir 13-10. Mike White à parier 27, je pense. Ouais, c'est ça. Ce sera peut-être pas nécessairement un match divertissant, mais les 2 équipes doivent gagner pour se garder dans la course si l'équipe qui perd est éliminée. Fait que t'as pas le choix. Ouais, mais l'équipe, en fait, le match de 85 que je recommande, là, si vous écoutez un match de cette plage horaire-là, c'est vraiment les Vikings-Packers. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça doit être mon équipe. Je pense que c'est vraiment le match qui a le plus à dire. Minnesota, encore espoir de finir premier dans la conférence NFC. Fait que Minnesota va tout donner. Les Packers, tu n'as pas le choix de gagner pour te garder dans la course. Fait que je pense que ça va vraiment être un bon match. Ça va être à Green Bay. Il va faire froid. J'ai hâte de voir justement l'attaque aérienne de Minnesota dans ces conditions-là. Est-ce qu'on va être capable de reproduire autant d'attaques offensives, autant d'attaques aériennes, parce qu'on s'entend que l'offensive des Vikings passe par la passe. Étrangement, Dalvin Cook, on l'a pas tant vu que ça cette saison-ci. Fait qu'est-ce qu'on va arriver avec un plan de match surprise que ça va reposer beaucoup sur Dalvin Cook? Je serais pas nécessairement étonné de ça, surtout que les Packers sont pas capables d'arrêter le jeu par la course. Fait que c'est un match que j'ai très hâte de voir. Puis Dalvin Cook qui n'est pas épuisé. Il y a eu des matchs importants, mais il y a eu des matchs où il n'a pas fait tant d'affaires que ça, puis c'est tant mieux pour lui. Fait que là, si t'es en santé, c'est le moment qu'il show up, puis peut-être que
peut-être que ça va être à lui. Ou C'est peut-être peut-être lui même qui que peut c'est faire la différence. Jefferson. Peut-être que c'est Jefferson qui va te mettre à avoir des courses un peu comme on voit les 49ers Ouais, faire. des fois, Parce ouais. que tu cours un peu, tu remets le ballon là, juste avec la main, puis il prend ton. Je sais pas Ouais. comment vraiment expliquer la remise, mais c'est juste tu mets une main, puis le Ouais, receveur prend la ouais. balle de tes mains, puis Ouais. court avec, puis part. Fait que peut-être qu'on va pouvoir voir ça avec des receveurs de passe qui vont courir à la place. Sur le edge. Sinon, Ouais. les Rams contre les Chargers à 4h25. Match important, mais c'est pas un match que je conseille, ça. Non, ben, tu sais, c'est ça. C'est un duel entre les deux équipes de Los Angeles. C'est ça. Rien de Ouais. particulier. Là, sinon, dans le fond, le match que je conseille fortement pour de vrai, Steelers-Ravens, Ouais, deux d'accord. équipes qui s'haïssent. Ah mon Dieu, ils se respectent, mais ils s'aiment pas. 100% Vraiment, d'accord. là, c'est un match important pour les Ravens parce que sont 10-5, ils sont en série éliminatoire, mais ils veulent quand même bien paraître. Puis les Steelers, dans le fond, ils veulent c'est de la fierté, 100% respect. Puis s'ils gagnent ça, ils sont à 8-8, ils ont une fiche de 500, ce qui Ouais. serait exceptionnel. Ils n'ont pas eu une fiche de 500 depuis le début de la saison quand ils étaient 0-0, puis ils ont Ouais, eu c'est ça. 1-0. Tu sais, à part quand ils ont gagné contre les Bengals, qui ont perdu Première TJ semaine, Watt, ouais. qui était 1-0, semaine 2 était 1-1, puis ils n'ont jamais eu une fiche Non, de c'est 500. Fait que j'ai hâte de voir comment les Ravens vont gérer la pression, parce que la défensive des Steelers, là, est en santé. Fait que ça va faire des flamèches. C'est pas le petit match puis on facile qu'ils ont s'entend eu que l'autre fois, là, les Ravens. je l'ai dit tantôt, mais pour Baltimore, c'est un match important parce que si t'es Baltimore, tu veux absolument le premier wildcard. Tu veux pas tomber deuxième ou troisième wildcard, puis là, aller affronter KC, Buffalo, Cincinnati. Tu veux le premier wildcard pour aller affronter soit Jacksonville ou Tennessee. Il est vraiment important. Cette année, dans les deux conférences, le premier wildcard est vraiment important à cause que les quatrièmes équipes qui vont gagner leur division, c'est des équipes qui vont jouer probablement même pas pour 500. Là. Ouais, mais à date, c'est pas parti pour ça. Et sinon, Ouais. on s'en parlait, le match vraiment à regarder qui va être Ouais. vraiment divertissant, c'est le lundi 2 janvier. Dans le Oui. fond, là, les Bills contre les Bengals, Ouais. ça va être vraiment un beau match. Un match C'est de débile. série éliminatoire. Ils peuvent se voir en série, là. Ça Ouais. pourrait être. C'est C'est pas débile. encore de ça, là. Pour vrai, moi c'est le match de la semaine, c'est peut-être même le match de l'année jusqu'à date. Tu sais, je suis fatiguant avec ça, là, mais les Bengals, si tu regardes toutes les équipes dans la AFC, ils ont battu les Patriots, ils ont battu les Chiefs, ils ont battu Tennessee, ils ont battu Miami, ils ont battu les Jets. Tu sais, ils ont battu à peu près toutes les équipes qui sont dans la course aux séries éliminatoires de la AFC. La seule équipe qu'ils n'ont pas battue, c'est les Bills. Moi, je pense qu'ils vont show up pour ce match-là. Ils ont quand même encore espoir de finir premier dans la conférence, les Bengals, là, parce que justement, vu qu'ils ont battu tout le monde, c'est eux qui ont le tiebreaker sur toutes les équipes. Fait que s'ils finissent égal, ben c'est eux qui passent devant. Fait que c'est un match ultra important pour les deux équipes pour essayer d'avoir le bye week qui est si important dans la NFL. C'est vraiment un La match à pas manquer. seule affaire que j'ai à dire de ce match-là, c'est que pour moi, je pense que les Bills vont gagner. Parce que les Bills, plus constants, ils en ont arraché un peu cette saison. Il y a eu des moments où est-ce qu'ils ont été testés. Et là, le jeu au sol débloque. Donc, ils ont Oui, écouté, je suis d'accord. dans le fond, les conseils Singletary et Cook, James Cook, là, pas Dalvin, là, qui est son grand frère. James Cook ont eu deux excellents matchs. Puis, dans le fond, c'est pas juste est-ce que Josh Allen a un bon match, puis si oui, il gagne. Là, c'est pas obligé de reposer seulement sur ses épaules, puis ça peut y faire du bien. Parce que la semaine dernière, ça n'a pas reposé sur ses épaules. Tu sais qu'il est capable de changer l'allure d'un match, autant positivement par ses courses que négativement s'il prend des mauvaises décisions ou s'il d'en faire trop. Là, il n'y a pas à en faire trop. Fait que pour vrai, ça me rassure énormément. Puis ça arrive au bon moment. Par la fin de saison, surtout là, quand tu es rendu décembre, janvier, il fait froid. Tu veux un bon jeu au sol efficace. Là, tu as un bon comité. Fait que les Bengals, pour vrai, là, c'est pas juste arrêter Josh Allen la clé. Là. T'as beaucoup, Ah, t'as ouais. beaucoup de joueurs à freiner, puis il peut passer à n'importe qui. À Diggs, à McKenzie, il peut passer aussi à Davis, il peut passer à son tight end aussi, Knox. Fait que pour vrai, à la passe comme à la course, cette équipe-là en attaque est vraiment... elle doit être difficile à gérer. Le jeu au sol de Ouais. Cincinnati, dernièrement, depuis quelques semaines, c'est plus difficile. Joe Mixon avait eu un très bon match là, il y a quelques semaines. Je pense qu'il y avait eu 5 touchés, là, si je me rappelle bien. Là. Quand 4 ou même 5. 5-6 semaines, là. Ça fait un bout de Ouais, temps. c'est Là. ça. Mais depuis ce temps-là, j'ai l'impression que le jeu au sol des Bengals, c'est plus difficile. Mais ils ont tellement d'armes à l'attaque aussi par la passe que c'est vraiment. Ça va être un match tout en feu d'artifice. Là. Ça va vraiment être un match à pas manquer.
Ah, pour le vrai, oui. Mais c'est ça. Fait, regarde, ça complète un peu notre tour de la semaine. C'est sûr que là, la prochaine fois qu'on se reparle, ça va être l'année 2023. Oui. Donc, à tout le monde, là, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes pour ce qui est les fêtes plus Noël ou autres si vous ne fêtez pas Noël. Puis sinon, là, maintenant, c'est la nouvelle année. Fait que je souhaite tous vos vœux de bonheur, de santé. Surtout la santé là, en 2023, c'est important. Je souhaite pas de l'argent, je souhaite de la santé. Donc, profitez de votre vie. Oui. Puis, vraiment, là, passez un bon 31, un bon réveillon. C'est dans le fond là, d'appeler les gens qui ne savaient pas longtemps. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Puis dites-leur un mot d'espoir puis un mot d'amour, puis raccrochez sec après ça. Voilà. Donc, appelez, dites hey, je t'aime bien, puis là, tu dis un mot d'espoir, tu raccroches après, tu poses des questions, puis quand ils te rappellent après pour des explications, tu réponds pas. Donc, non, c'est. Mais en fait, sur note plus sérieuse, là, je souhaite vraiment là, un bon temps en famille là, pour clore cette année 2022. Puis je souhaite tout ce que vous voulez pour 2023. De cette situation gênante en disant que c'est un beau message, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est nos devoirs de match, Julien. Et puis j'aimerais ça, je te laisse commencer à me donner mon devoir de match. Je te laisse l'honneur de me donner mon devoir de match. Tellement genre dans mon message d'espoir sur la fin d'année que j'ai failli oublier. Un peu comme la semaine dernière. Là. C'est comme les éliminatoires arrivent, là, puis je suis déjà en mode vacances. Ben, regarde, on va en parler, mais le match que je t'avais donné des Steelers, t'étais pas là. J'ai parlé tout seul. Oui, je veux un vrai devoir de match. Steelers-Ravens, c'était celui que je t'avais donné il y a quelques semaines, les deux mêmes équipes. Puis c'était deux substituts qui ont joué. Là, c'est presque les partants qui vont jouer. C'est Huntley, puis c'est Pickett. Peut-être Lamar si jamais il se passe quelque chose cette semaine, mais ça ne devrait pas. Donc, là, je te redonne le même devoir de match qu'il y a quelques semaines. Parle-moi de mes Steelers, parle-moi des Ravens. Puis ça se peut que mon frère soit là pour parler de ce match-là. En plus, ça serait parfait. Des Ravens, c'est génial. Tu aurais fan des Steelers, des Ravens, par un Packers. Ça serait exceptionnel. J'hésite vraiment entre deux matchs. C'est deux matchs d'une importance capitale. Il y en a un que tu vas m'aimer puis un que tu m'aimeras pas. Fait que je me demande, parce que je sais que j'ai quand même été chiant dans beaucoup de mes matchs depuis le début de la saison, dans mes devoirs de match, dans des matchs qui étaient importants, mais c'est pas nécessairement des équipes sexy. J'ai eu des match-ups vraiment, vraiment somnifères. Je voulais te donner Panthers Buccaneers, mais je pense que je ne te donnerai pas Panthers Buccaneers. Je vais être gentil, puis je vais te laisser nous parler du match Bills-Bengals la semaine prochaine, Julien. Ah, ça, c'est mon cadeau du temps des fêtes. Oui, j'avais pas reçu de cadeau de ta part encore. C'est vraiment un beau cadeau. Pour vrai, je vais le regarder avec grand intérêt. Du début jusqu'à la fin, je ne dormirai pas. Là. C'est sûr que j'écoute ce match au complet. Là, avec mon petit écouteur, là, couché dans le lit, au chaud dans ma douillette. Donc, non, je suis bien content. Ça me fait plaisir. Regarde, pour l'instant, si on a un spotter, quelqu'un qui nous écoute, qui est vraiment intéressé par le match Buccaneers et Panthers, qui aimerait ça venir nous en parler la semaine prochaine, ça nous fait plaisir de débloquer les lignes la semaine prochaine puis d'inviter quelqu'un. C'est où pour nous rejoindre, c'est? L'assistant coach podcast sur Facebook ou l'assistant coach podcast, tout en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe, @gmail.com si ça vous intéresse de vous joindre à nous la semaine prochaine pour nous parler du match Panthers Buccaneers. T'avais pas un ami, toi, qui était fan des Buccaneers, qui était supposé de venir d'ailleurs? Il va venir le 17 janvier. Il vient le 17 janvier, mais il va être trop tard, son équipe va être éliminée. Peut-être, mais il va parler quand même des éliminatoires et des matchs. Mais oui, il vient un super fan des Bucs qui va venir le mi-janvier nous parler des Buccaneers. Je vais dire son nom pour mettre de la pression. Alex Laroche, t'es dit en ondes, OK? Avec de la pression, t'es mieux de pas te chauffer le 17 janvier. Fait que Alex va être là dans quelques semaines. Si t'écoutes ce podcast-là avec ton nom, ben là, j'espère que tu ressens un peu de pression que tu viens le 17 janvier. Donc, parle-nous des Bucs. On va être bien content d'avoir un peu ton input sur pourquoi, du comment de cette saison-ci. Vraiment un peu qu'est-ce qui explique tous ces déboires, malgré que Tom Brady a d'excellentes statistiques, encore une fois. Et puis l'an passé, il passait pour 5000 verges. Des porteurs de 5000 verges, il n'y en a pas des tonnes là, dans la NFL. Là. C'est exceptionnel. Ouais. Non, c'est fou, ouais. Tu sais, il est bon, là, on sait qu'il est bon. Non, il est bon, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On veut le savoir. C'est l'équipe tout partout. Tu sais, il y a eu tellement blessé défensivement. Puis c'est sûr. C'est sûr, ça l'aide pas. Mais hey, là-dessus, Marc, je réitère mon message d'espoir. T'auras le temps de dire le tien aussi si tu veux. Mais pour vrai, bonne fin d'année 2022.
bon début d'année 2023. Je vous souhaite tout le bonheur puis la santé que vous méritez d'avoir. Puis on se reparle bientôt la semaine prochaine. Voilà, hey, yes, je veux pas renchérir puis que ce soit trop long, fait que bonne année la gang. Merci de nous écouter, vraiment, c'est chaud au cœur de savoir que vous êtes à l'écoute. Je suis fatiguant, je le dis, mais je le vois à quel point les écoutes n'arrêtent pas d'augmenter à chaque semaine. Je vous remercie d'être là, puis j'espère que vous allez continuer de nous suivre tout au long de l'année 2023 parce que notre projet L'Assistant Coach Podcast, c'était pas juste un an, on veut continuer d'être là puis de vous accompagner encore plusieurs années. Hey, merci coach, puis merci Yes. public. Hey, ciao!